Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Bonjour, et donc nous voici réunis pour l'ouverture de ce 106e Congrès des maires et présidents d'intercommunalité pour lequel l'AMF a retenu comme fil rouge les communes, heureusement. Alors pourquoi cette formule qui résonne d'ailleurs singulièrement dans le moment politique national très instable qu'on est en train de vivre depuis les dernières législatives? Voilà, vous avez bien anticipé la réponse. Ce thème que nous avons choisi avec les membres du bureau, avec le directeur général, avec le premier vice-président André Léniel, les communes, heureusement, pour marquer dans l'instabilité politique nationale dans laquelle nous étions il y a quelques mois, de marquer dans ce chaos politique, il faut dire les choses, dans lesquelles nous étions, la volonté de montrer que nos communes, quelles que soient nos difficultés, eh bien, heureusement qu'elles sont là. Heureusement les communes pour l'accueil des enfants à la maternelle, dans les crèches et dans les écoles. Heureusement les communes pour la transition écologique, pour l'innovation technologique, pour décarboner l'activité. Heureusement les communes pour la solidarité. Heureusement les communes pour gérer les cimetières. Heureusement les communes pour heureusement les communes pour l'insertion, l'intégration des personnes handicapées. Alors justement, l'insertion des personnes handicapées, en ce début de congrès, vous avez souhaité une place privilégiée pour ce thème. Oui, j'y ai tenu personnellement pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous sommes, à partir de février prochain, nous serons exactement 20 ans après la loi de février 2005, la grande loi qui est une loi fondatrice sur la bonne place des personnes porteuses de handicap dans la cité, tout simplement. L'inclusion dans la cité. Dans l'inclusion dans la cité. Ensuite, parce que nous sommes cette semaine sur la semaine de l'insertion des personnes handicapées dans le travail. Et puis parce qu'on est tous très attachés à notre pays, à la France, à la République française. Et on évoque souvent les valeurs de la République un peu comme un mantra. Il faut respecter les valeurs de la République. Ça ne doit pas être une abstraction. Respecter les valeurs de la République, c'est faire en sorte que chacun puisse se sentir à sa place dans la société et que les personnes porteuses d'un handicap soient respectées dans leur capacité à avoir leur place dans la société et parce que aussi elles apportent à la société. Donc c'est tout cela qu'on. Et ça sera un moment fort de la séance d'ouverture cet après-midi. Autre sujet, les communes, heureusement, contre l'insécurité. Et là aussi, vous avez souhaité un débat, un forum particulier sur ces problèmes, et en particulier le narcotrafic. Oui, narcotrafic. Alors, on avait décidé ce thème il y a quelques semaines. L'actualité, malheureusement, a exprimé son acuité. Il y aura une grande table ronde sur les narcotrafics. Le ministre d'Aragon sera là. De même qu'on va relancer le Beauvau, vous le savez, de la sécurité des polices municipales. Je veux saluer Catherine Vautrin pour sa présence dès ce matin parmi nous. Merci Madame la Ministre, et si attachée à l'AMF et au partenariat avec les collectivités de votre présence avec nous. Et tout simplement parce que la lutte contre les narcotrafics, ça, bien sûr, ça détruit les cerveaux, la jeunesse. La drogue est un fléau sanitaire absolu. Évidemment, et notamment pour la jeunesse, mais pas seulement. Mais aussi, ça altère l'organisation de nos villes. On le voit bien, quand des trafiquants font régner leur ordre à la place de l'État dans les quartiers. On est sur du régalien pur. Lorsque ça altère l'économie, on voit bien dans nos communes des établissements de blanchiment d'argent. Voilà, je citais tout d'un coup des barbiers, on a 20 barbiers dans la même rue. Alors j'ai rien contre les barbiers et les coiffeurs évidemment, mais on sait très bien que ce sont des établissements de blanchiment. Donc là-dessus, les maires ont des choses à dire, des témoignages à apporter. On doit être un maillon dans la lutte contre le narcotrafic, qui est une fonction évidemment purement régalienne, c'est avant tout à l'État de montrer. Mais le maire dans ce continuum de sécurité. Et puis bien sûr, les finances, ce 106e congrès, il se déroule dans un contexte d'incompréhension aussi entre les demandes de l'État et la réalité des collectivités. Oui, là je sais alors trop long. Oui, parce que ça sera votre discours de cet après-midi, mais peut-être aussi. Ce ne sera pas que là-dessus. Ce qu'on veut démontrer, c'est que ce qui est présenté comme des économies, en fait, ce sont des prélèvements supplémentaires. Et que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Nous voulons assainir les comptes publics. Assainir les comptes publics, c'est créer de la responsabilité, de la liberté locale. Et on prend très mal le détournement d'opinion qui, depuis le printemps dernier, a voulu faire croire que le problème grave, très grave des comptes publics était dû à nos communes, alors qu'on respecte la règle d'or. Que tous les jours, on essaie de manager au mieux. Qu'on n'emprunte que pour l'investissement. Et que quand on se fait les comparaisons européennes, on regarde que malgré le millefeuille administratif français, le total des dépenses des collectivités territoriales par rapport à la richesse est inférieur nettement à la moyenne européenne.
Donc c'est trop facile de montrer du doigt les bons élèves et de taper les bons élèves et de ne pas s'intéresser et regarder la réforme de l'État. Je citais Catherine Vautrin tout à l'heure, au moins elle a eu le courage de dire que certains ministres, certains au sommet de l'État, il y a quelques semaines, quelques mois, ont menti aux Français, tout simplement. Ils ont menti aux Français. Ceux qui ont été la cause du problème n'ont pas à nous faire la leçon. Et moi, je ne leur confierai pas la gestion de ma mairie quand je vois comment ils ont géré Bercy. Voilà ce qu'on va dire. Alors, Monsieur le Président, vous donnez d'ailleurs rendez-vous à vos collègues à 13h30 Oui. devant cet auditorium. On a vu partout en France des mouvements d'humeur, d'exaspération. On a voulu canaliser cela. Et il y aura un moment d'expression, il y aura une surprise, les maires ne sont pas au courant, enfin, il y aura une gestuelle particulière pour montrer qu'on n'accepte plus maintenant, nous n'acceptons plus cette tutelle croissante de l'État qui ne fait qu'accentuer les problèmes du pays. Nous sommes des patriotes, nous aimons la France et nous voulons montrer que la dynamique de la France, elle est dans nos communes et nos intercommunalités. Donc on va le montrer, il faut venir, mes chers collègues, tous tout à l'heure à partir de 13h30, on fera ça devant le hall, vous serez présents, nous serons présents, il y aura quelques mots très forts, une gestuelle forte, mais ce congrès, ce salon, c'est un moment de protestation, vous l'avez compris, ce sera le cas tout à l'heure, mais c'est aussi un moment de proposition, et c'est un moment de solution et d'innovation. Et vous le verrez à travers les 43 tables rondes, hein. Il y en avait moins de 30 il y a 3 ans, 43 tables rondes. Le record que le salon atteint à quelques mètres d'ici, plus de 1400 exposants sur le cyber, le numérique, la transition écologique, les travaux, bref. Nous sommes la permanence de la France avec nos communes, mais nous sommes aussi le cœur de l'innovation de la France, et nous sommes la France du 21e siècle. C'est ça que veut montrer. La commune, c'est pas ringard, la commune, c'est moderne. L'innovation des solutions. Merci David à vous. Lisnard. Et bon congrès, bon salon à tous. On va Vive les rentrer communes. maintenant dans un premier débat qui porte sur le ZAN, des objectifs le à fameux préserver, mais une méthode à revoir. On vous retrouve tout à l'heure, David Lisnard. Merci. La mise en œuvre de cet objectif ZAN depuis la loi de juillet 2023, beaucoup de problèmes et des objectifs certes à préserver, mais une méthode à revoir. Et ce matin, on va en parler en 2 temps de débat. D'abord, un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de cet objectif, et puis le modèle à réinventer pour plus d'efficacité, plus d'équité territoriale. Pour en parler, j'invite les 2 coprésidents de ce débat, Véronique Puisadou, maire de Gannat, présidente d'une communauté de communes. Allez-y, Madame la Présidente, venez nous rejoindre. Vous êtes aussi la présidente de l'Association des maires de l'Allier et vice-présidente de l'AMF, coprésidente de la commission aménagement de l'AMF, avec votre collègue Sylvain Robert. Vous coprésidez cette commission. Sylvain Robert est maire de Lens, dans le Pas-de-Calais, et président de son agglo Lens-Liévin. Pour en débattre avec nous dans un premier temps, j'invite à nous rejoindre Françoise Rossignol, maire de Dainville, et qui représente ici la Fédération des Scots, Laurence Roued, vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Et Laurence Roued travaille en particulier sur les SRADET au sein de Régions de France. Et puis 2 sénateurs, Guylain Cambier, sénateur du Nord, et Jean-Baptiste Blanc, sénateur du Vaucluse, qui ont beaucoup travaillé sur le sujet, à tel point qu'après des rapports, ils ont élaboré une proposition de loi dont ils nous parleront, qu'ils nous présenteront et dont on pourra débattre, vous pourrez réagir. Et nous avons avec nous toute la matinée pour débattre avec vous, pour vous écouter et pour aussi vous répondre. Catherine Vautrin, Madame la ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Voilà, prenez place. Donc, un débat qui correspond à une actualité qui dure depuis un certain temps, messieurs les sénateurs, hein, avec beaucoup de questions en suspens, des problèmes, et là je me tourne vers nos coprésidents de séance, vers Véronique Puisadou et Sylvain Robert. Le ZAN, alors objectif à préserver, mais méthode à revoir, dites-vous.
Oui, bonjour à tout le monde. Déjà, c'est important de regarder aussi le chemin qui a été parcouru parce que les travaux de la commission, dans des moments un peu particuliers, ont été là aussi riches. Et je voudrais saluer aussi Constance Pellichy, qui était coprésidente il y a encore peu de temps à mes côtés. Et puis, avec Véronique, reprendre un peu ce flambeau parce que le ZAN, c'est un sujet qui préoccupe l'ensemble des communes, l'ensemble des maires depuis un bon moment. C'est à la fois l'objectif sur lequel tout le monde s'est accordé de se dire qu'il y avait un enjeu vraiment prépondérant, mais en même temps les objectifs quantifiés, les délais, qui aujourd'hui sont quelque chose qui ne correspondent pas forcément au rythme des collectivités. Certaines sont déjà avec leur document d'urbanisme refait et doivent le remettre sur le tapis avec la contrainte qui nous est donnée dans les quelques années qui arrivent. Mais en même temps, l'ensemble des moyens qui sont à disposition des communes, qui, dans toutes les commissions qu'on a pu réunir, étaient un élément structurant sur le manque d'ingénierie des collectivités pour pouvoir accompagner ce changement, cette mutation en profondeur. Et les différentes commissions que l'on a pu avoir, comme les différents rendus à l'occasion de ce Salon des maires ou des éditions précédentes, montraient les interrogations de l'ensemble des élus. Parce que le sujet est un sujet mouvant, et la difficulté, c'était de pouvoir savoir les critères que l'on pouvait appliquer, les contraintes que l'on allait avoir dans nos collectivités, dans nos documents d'urbanisme, et qui allaient s'imposer à toutes et à tous dans un quotidien assez proche. Voilà, donc c'est tout l'enjeu. Aujourd'hui, le ZAN, dans la philosophie, reste un objectif. C'est ce qu'on a partagé dans la commission, dans les propositions qui ont été aussi réalisées par l'AMF, parce que c'est un sujet qui est aussi dans notre quotidien à l'AMF, mais dans nos communes, mais en même temps qui est un sujet sur lequel on attend des éclaircissements, parce que c'est très mouvant, très flou sur certains aspects. Et puis surtout, aujourd'hui, on voit bien que la question, avec le confinement, avec les évolutions aussi des habitudes de consommation et de vie de la population, sont différents et sur lesquels le ZAN aura une incidence qui n'est pas négligeable à ce moment-là. Donc faire ce bilan aujourd'hui, Véronique Pousadou, à mi-parcours, mais aussi dans un contexte mouvant. Oui, c'est sûr. Alors, l'année dernière, on était déjà en train de parler du ZAN, un peu frustré d'être dans une petite salle parce que ça avait suscité l'approbation de beaucoup de nos élus. On en est ressortis tous, et les coprésidents m'en voudront pas de le dire, un peu frustrés parce que très technique. Et quand on fait des notices à 100 pages pour expliquer quelque chose, un objectif qui est censé faire l'unanimité à peu près, c'est qu'à un moment donné, on s'est trompé de chemin. C'est tout le défi que l'on a repris dans les travaux avec la commission et qui est fait depuis le départ avec les élus, et j'en remercie les élus qui y participent. Et puis, c'est aussi la question qu'on s'est posée avec le bureau de l'AMF, avec Sylvain, avec tout le monde, pour dire, eh ben, on commence à passer dans le pratico-pratique, on a expliqué dans les territoires, les élus s'emparent des choses, mais on voit que techniquement, politiquement, et c'est pas un gros mot de le dire, eh ben, on ne fait pas de la haute couture dans la manière dont c'est fait, et l'aménagement du territoire, c'est de la haute couture, parce qu'on a des territoires qui sont différents. Donc vraiment, le but de cette commission d'aménagement du territoire et la manière dont on voit les choses, c'est de dire comment on peut un peu desserrer pour faire de la haute couture, avec le travail qui a été fait, mais surtout pour qu'on puisse avancer chacun dans nos territoires. Et puis comment on peut avancer sur d'autres sujets, parce que vouloir réformer un système qui est sur l'assise sur laquelle nos territoires ont été faits aussi en termes de finances et de fiscalité, il faut travailler tout de suite à ce changement de paradigme. Et on a évincé le pratico-pratique qui fait qu'on va changer de paradigme. Alors concrètement, de façon très, très directe, justement, il y a tous ceux qui sont sur cette question de l'aménagement, de l'urbanisme, et je me tourne vers Françoise Rossignol, maire de Dainville, dans le Pas-de-Calais, mais vous êtes vice-présidente de la Fédération des SCOT, et effectivement, là, il s'agit d'aménagement, mais de contraintes. Comment aujourd'hui, pour votre fédération, vous abordez cette question avec les enjeux de développement des territoires ? Je veux rappeler que les SCOT couvrent 86% des communes, 97% de la population. C'est-à-dire que le travail d'aménagement, de réflexion, il est très largement engagé depuis fort longtemps. Alors, la Fédération des SCOT et la quasi-totalité des SCOT approuvent l'objectif de sobriété foncière. C'est clair. Il s'agit de confirmer ces efforts qui existaient bien avant la loi, confirmer ou amplifier les efforts, mais il y a un assentiment global, une prise de conscience que la terre est précieuse et qu'il faut la préserver et l'utiliser à bon escient. Ce qui, je crois, n'a pas été envisagé finalement dans la loi, c'est l'atterrissage au niveau des maires. C'est-à-dire que ces objectifs partagés, ça peut se traduire par un maire qui est obligé d'aller annoncer
à un propriétaire terrien que finalement il a payé des droits de succession sur des terrains constructibles et que demain le terrain n'aura quasiment plus de valeur. C'est expliquer au quotidien que oui, le pavillon c'est démodé, mais c'est toujours dans l'image de beaucoup de notre population. Donc c'est cet atterrissage qui est complexe, et la question c'est de comment peut-on rendre les choses possibles, embarquer à la fois l'ensemble des élus et la population, préserver le développement économique et des conditions de vie agréables, acceptables, au-delà d'acceptables, désirables pour nos populations. Alors, les difficultés, elles sont de plusieurs ordres, mais je mettrai l'accent sur 2 ou 3. La première, qui ne relève pas de la loi, mais qui est que la loi ne s'inscrit pas dans un nouveau modèle économique et que les effets, finalement, de la loi, ils sont déjà présents par le renchérissement du coût du terrain. L'utilisation de friches, on est totalement d'accord, mais quel est le modèle économique qui permet de construire sur de la friche ? Et donc ça, c'est la première question. C'est qu'aujourd'hui, on voit déjà ralentir la production de logements et la difficulté à mener à bien des projets. Ça, c'est une réalité de difficulté qui est déjà vécue par les maires au quotidien. Le deuxième point, et qui nous a heurté en tant que SCOT, c'est la garantie communale. Pourquoi ? Le droit à chaque commune d'avoir du projet est quelque chose d'essentiel et qui, je crois, avait été mis en avant par l'ensemble des conférences des SCOT et des SCOT. Le droit au projet doit être préservé. Mais dire 1 hectare partout, n'importe comment, c'est la négation même de tous les efforts d'aménagement du territoire. C'est la négation du travail que les SCOT ont essayé de faire avec le travail ensuite dans les PLU, les PLUI, les intercos. Et donc là, on a une vraie interrogation par rapport à la gestion de cette garantie communale. Et puis le dernier point, nous tenons aussi beaucoup à la question de la qualité des sols. La qualité des sols, c'est aussi la valeur écologique des sols. Et quand on voit aujourd'hui les questions d'inondation du Pas-de-Calais, vous êtes bien placé pour en parler, malheureusement. On sait de quoi on parle. Donc la qualité des sols est un élément essentiel et qui doit aussi être inclus dans la loi. Donc ça, ce sont les grandes directions. Après, on pourra revenir Alors, sur les questions, justement, voilà, que vous versez au débat, à partir de ce bilan, avec la question en particulier du modèle économique aussi, que vous mettiez en exergue. Les SCOT, et puis les régions ont été invitées à intervenir dans le dispositif à partir des schémas régionaux de développement, les SRADET. Ce n'était pas prévu au départ, et vous êtes aujourd'hui en charge de ce sujet au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Laurence Roued, mais vous suivez aussi cette thématique pour l'association Régions de France. Alors, le mode d'emploi, on le connaissait, mais l'application, c'est peut-être pas simple pour les régions d'avoir aussi peut-être d'être perçue comme normative par les communes et par les intercos. Bonjour à tous, Madame la Ministre, et puis merci d'inviter les régions à ce débat, parce qu'en effet, on va dire qu'on est au charbon depuis plusieurs années sur ce sujet de la sobriété foncière. Parce que les régions ont beaucoup travaillé sur la sobriété foncière. Vous avez intitulé cette table ronde, pour susciter le débat, objectif à préserver, méthode à revoir. Moi, je ne sais même pas s'il faut vraiment parler d'un objectif à préserver, zéro artificialisation nette en 2050, parce que ce zéro, il a énormément crispé, et à juste titre, parce que c'était finalement la pire des manières d'embarquer ou d'essayer d'embarquer les maires et les collectivités territoriales vers un objectif nécessaire de sobriété foncière, parce qu'on ne va pas y revenir. On sait tous ici quel est le coût de l'étalement urbain au niveau écologique, sociétal, environnemental et la nécessité de préserver nos terres agricoles. Donc l'objectif et la méthode de la sobriété foncière, c'est quelque chose à conserver. C'est vrai que Lausanne est tout d'un coup venu perturber un travail qui était en cours. Les régions, elles ont la compétence aménagement du territoire, elles l'assument et elles l'assument à une échelle régionale.
On n'est pas là pour faire des SRADET, des documents d'urbanisme, des documents qui vont dire au maire votre droit à construire, votre parcelle. C'est surtout pas le sujet. Et finalement, la loi NOTRe était peut-être pas si mal faite, en tout cas de ce point de vue-là. C'est que la loi NOTRe avait demandé aux régions, à travers leur schéma d'aménagement du territoire, de viser à des objectifs de sobriété foncière, d'y travailler dans la concertation, avec une portée prescriptive très raisonnable du niveau de la prise en compte, et en organisant les débats. En Nouvelle-Aquitaine, dans plein d'autres régions, on y a passé 4 ans. De 2016 à 2020, on a travaillé, on a concerté, on a travaillé avec les associations des maires, avec les associations départementales, avec les conférences régionales des SCOT. On a travaillé dans la concertation pour aboutir, à peu près toutes les régions, à des objectifs qui tendaient vers les 50%. Et nos SRADET, à peine approuvés et en vigueur, la loi climat-résilience est intervenue avec ce dispositif ZAN pour aller tout d'un coup plus vite, plus fort. Et très sincèrement, en tout cas dans les débats et dans les travaux parlementaires à venir, oui, je porte un peu l'idée qu'il faut écouter les régions, parce que comme ça fait depuis 2016 qu'on travaille ces sujets importants, avec une instabilité législative et réglementaire à peu près permanente, avec des injonctions, des méthodes qui sont contradictoires, un certain nombre d'impensés, et on l'a dit dès le début, les régions, il y a un impensé entre ZAN et réindustrialisation de la France, il y a un impensé entre ZAN et production des logements sociaux et injonction sur les logements sociaux, il y avait un impensé entre ZAN et production des énergies renouvelables et du photovoltaïque, il y avait jusqu'à la loi de juillet 2023 un impensé entre ZAN et recul du trait de côte. Je suis d'une région où il y a 720 km de côte, c'est important. Beaucoup de sujets voilà, qui ont fini finalement par crisper. Un travail qui était celui d'une politique de développement et puis un rôle qu'on vous a assigné sur lequel vous n'étiez pas totalement demandeur d'être normatif, prescriptif. Et ça, c'est peut-être le vrai problème du côté des régions. Mais tout dépend de ce qu'on appelle la prescription. En réalité, les régions, on a travaillé sur la prescriptibilité la plus faible quand c'est de la notion prise en compte. Ce que l'on a essayé de dire, en fait, et de porter partout, c'est de dire les régions et les territoires, ils ne sont pas identiques. Il faut nous laisser la possibilité de travailler voilà, en bonne intelligence et de faire de la concertation. Et comme je dis souvent, d'essayer quand même, au final, dans cet univers mouvant en permanence, qui peut imaginer qu'on peut faire de l'aménagement du territoire et de la planification à l'échelle régionale en ayant une loi tous les ans. Et je ne parle pas que des lois qui parlent de la sobriété foncière. La loi Industrie verte est venue nous faire des demandes de modification des SRADET. La loi 3DS est venue nous faire des demandes de modification des SRADET. Enfin, chaque fois qu'il y a une loi d'un peu de portée, il faudrait qu'on modifie nos SRADET. Non, je pense que la planification, aménagement du territoire, elle demande qu'on soit sur un temps médian ou un peu long, qu'on fixe des objectifs qui correspondent à l'identité des régions, à l'identité de leur diversité, et puis après, ne pas confondre le rôle de chacun, et surtout, dans les débats et les travaux que l'on doit encore mener, puisqu'il faut, semble-t-il, recommencer le travail, ne pas opposer les territoires entre eux. Le grand défaut de la méthode et de ces objectifs fixés et de ce qui a été demandé aux régions, et le grand travail que l'on a eu à faire, nous, ça a été d'essayer de cesser d'opposer les territoires entre eux. Cette loi climat-résilience, de ce point de vue-là, a opposé les territoires ruraux avec les métropoles, les territoires littoraux, les territoires en demande d'industrialisation, les territoires qui avaient des friches, ceux qui n'en avaient pas. Oui, donc il y a un vaste sujet, il y a un vaste débat, et il y a sûrement des méthodes à revoir aussi. Et il y a tout ce que vous mettez justement au passif dans ce bilan à mi-parcours. Bilan à mi-parcours, alors je me tourne vers les sénateurs, vers Guislain Cambier, sénateur du Nord, et Jean-Baptiste Blanc, sénateur du Vaucluse, parce que vous l'avez fait, le bilan, à partir de travaux, de rapports, de missions que vous avez conduits l'un et l'autre, jusqu'au point que, après le bilan, vous faites des propositions et ça débouche sur une proposition de loi que vous avez présentée la semaine dernière. Et alors, comme vous êtes imaginatif, vous avez remplacé l'acronyme ZAN par un autre, TRACE comme trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux. Mais avant d'aller sur la proposition, le bilan que vous avez fait et ce travail qui a été mené dans vos rapports et missions d'information. Allez, c'est Guislain Cambier qui commence. Parce que c'est un numéro de l'étude. Ils ont vraiment travaillé en binôme, mais travaillé aussi avec plusieurs commissions parlementaires, commissions sénatoriales, et aussi un groupe ad hoc sur ce sujet. Oui, vous avez raison de le souligner. C'est un travail qui en est fait transcommission et transpartisan, c'est-à-dire que nous avions des représentants de l'ensemble des groupes du Sénat autour de la table, et j'en profite d'ailleurs pour saluer encore une fois leur ouverture d'esprit
sans dogmatisme par rapport à ce qu'on allait entendre et les présupposés que nous pouvions avoir les uns les autres en démarrant ce travail. Donc on a lancé ce travail au Sénat parce que le Sénat, vous le savez, c'est la chambre des collectivités locales et nous sommes encore souvent, très souvent, des élus locaux. Et les remontées sont celles que vous avez entendues, c'est-à-dire que, oui, cette loi, avec cet acronyme que je me refuse à prononcer à nouveau, il était objet de blocage tout simplement parce que les élus se sont appropriés l'objectif. Les élus ont déjà commencé le travail de limitation de la consommation, avec des exemples très frappants, mais en même temps imaginatifs sur les territoires. Pour autant, ce qu'on constate, c'est que cette logique descendante de l'État vers les territoires ne tenait pas compte justement des aspirations, des projets, des respirations différentes, que la manière dont cette loi atterrissait sur les territoires fait qu'on en perdait de vue l'objectif, mais qu'on était simplement sur une logique comptable, et donc qu'il fallait un peu redessiner la manière dont on pouvait, on va dire, travailler avec les élus locaux. Il fallait, vous en parliez beaucoup, un nouveau discours de la méthode. C'est ce à quoi nous nous sommes efforcés parce que les contributions des uns et des autres, nous avons pu entendre les différentes associations d'élus, les acteurs économiques locaux, les entreprises également qui étaient éventuellement confrontées à ce type de réglementation, eh bien tous nous ont dit qu'il y avait un peu un jeu de dupes des uns et des autres, une absence de transparence, des circulaires qui étaient peu, le moins qu'on puisse dire, peu claires, puisqu'il faut maintenant réfléchir à la manière dont on écrit une circulaire pour expliquer la circulaire précédente. Je parle de la circulaire Béchu de janvier en particulier, avec des arrangements locaux qui font qu'on n'arrivait pas à territorialiser. Donc il fallait qu'on aille plus loin, d'où cette proposition de loi Trace, que nous avons déposé avec Jean-Baptiste mercredi dernier. Alors justement, Jean-Baptiste Blanc, les travaux que vous avez menés vous ont conduit à élaborer des priorités dans la méthode, la façon d'avancer aujourd'hui sur la sobriété foncière. Oui, auparavant, donc en vous remerciant de me donner la parole, je souhaitais faire un très rapide rappel de ce qu'on vit sur le ZAN depuis plus de 3 ans au Sénat. En fait, la loi climat-résilience, on ne l'a pas très bien vécue. 3 types de sénateurs au Sénat, les urbains plutôt pour, les ruraux carrément contre, et ceux qui ont de l'urbain et du rural chez eux, partagés. On décide quand même collectivement d'aller dans le sens du vote de la loi, mais en s'opposant à la méthode descendante. Parce que beaucoup de sénateurs y ont vu une nouvelle forme de centralisme exercée par la voie des régions. Pardon, Laurence, c'est à l'époque. Et en tout cas, on soulignait le fait qu'il y avait une crainte que les régions ne soient plus dans l'orientation et la stratégie, mais deviennent planificatrices à travers leur SRADET normatif, ce qui aurait eu tendance à écraser tous les documents d'urbanisme. On s'est insurgé, on a dit oui, on va dans le vote de la loi, dans le ZAN, mais avec une méthode ascendante, donc c'est comme ça qu'on fait voter un droit de proposition pour les SCOT. Il se trouve que ces propositions n'ont pas été mises en œuvre partout dans le territoire. Pourquoi? Parce que les élus n'ont pas été accompagnés par l'État. L'État ne le voulait pas ou l'État ne le pouvait pas. Les définitions n'étaient pas consolidées et les préfets souvent étaient démunis pour accompagner les élus, pour les aider à faire des propositions territoire par territoire, parce que nous ne croyons qu'en une seule chose, c'est la territorialisation. Guilain l'a dit, la différenciation. On pense qu'il faut faire du cas par cas sur cette histoire de ZAN. En tout cas, ça n'a pas marché. Et en plus, c'est quelque chose qui a crispé aussi et qui va parler fort aux maires et aujourd'hui au congrès de l'AMF, c'est que des décrets avaient été édictés qui ne correspondaient pas à ce que nous avions voté au Sénat en ce qui concerne la définition de l'artificialisation. Et l'AMF a fait prospérer des recours devant le Conseil d'État. Arrive un nouveau ministre, M. Béchu, qui permet de renégocier, de rediscuter pour de nouveaux décrets. Il fallait lever les stylos, disait-il. Voilà. Et se met en place une première mission avec Valérie Létard à l'époque. Et cette mission a abouti à la deuxième loi sur le ZAN. Voilà, Valérie Létard, qui était sénatrice à l'époque aussi et qui aujourd'hui est ministre du Logement. Absolument. Cette deuxième mission, alors, en fait, on nous dit depuis le début, on comprend l'objet. Et entre-temps, moi, je fais un tour de France. Je dois en être à 80 départements, invité par des collègues. Il y a 100 maires dans la salle qui me disent tous, on ne comprend pas, on me demande de loger la population, de réindustrialiser, on me prive de foncier. Ou qui disent « je veux bien, mais je n'ai pas d'outils, je n'ai pas de financement, je n'ai pas d'accompagnement ». Et c'est sur ça qu'on bute depuis le début, c'est comment faire remonter ces propositions, avec quels outils, avec quel financement.
Alors la deuxième loi, elle permet une gouvernance du ZAN, c'est la conférence régionale. La deuxième loi, elle rassure les élus en ce qu'elle donne une garantie universelle, c'est le fameux droit à l'hectare, et je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce qu'on a considéré que ça rassurait, ça donnait envie d'y aller, d'avoir ce droit minimum. Mais après, il y a une façon de l'écrire, une façon de le faire évoluer. Et puis là, on verra peut-être aussi comment c'est mis en œuvre. D'ailleurs, je vous rappelle que ce congrès, c'est le vôtre. Il y a des points micro. Vous pourrez intervenir, interpeller nos intervenants, mais aussi témoigner des difficultés que vous rencontrez sur vos territoires. Ce débat est le vôtre. N'hésitez pas à témoigner, à intervenir et à faire aussi des propositions, puisque vous êtes à l'heure des propositions déjà, monsieur le sénateur. Mais oui, c'est pour ça aussi qu'on est là ce matin. C'est-à-dire que 80 déplacements, mais on a fait aussi un questionnaire au Sénat avec plus de 1600 réponses. On est à l'écoute en permanence pour essayer de trouver des solutions pour régler ce sujet du ZAN. Voilà. Et on remercie Madame la Ministre aussi de nous avoir reçus tout de suite pour faire vivre cette discussion et pour trouver le meilleur atterrissage à notre proposition de loi. Mais il y a urgence si on veut que nos élus parviennent à atteindre l'objectif. Nous, on pense sincèrement qu'il faut changer de méthode. Changer de méthode, ça veut dire en finir avec la planification, l'absence de territorialisation, l'absence d'outils et de financement. Il faut faire confiance aux élus, faire du cas par cas et faire remonter enfin les propositions territoire par territoire. Et on se dit que ça ne sera pas très grave si on déroge un peu. Alors, il y a une disposition, on en parle plus tard peut-être. Le un peu. Un peu, c'est l'intention. Ce n'est pas très grave si on n'est pas strictement à 50% à l'étape intermédiaire. Voilà ce que nous disons. Dès lors que c'est justifié, dès lors que j'en ai besoin, dès lors que je prouve que je ne peux pas faire autrement, dès lors que je fais tout dans la vertu de la sobriété foncière. Voilà, je dois pouvoir défendre mon projet. Il se trouve que depuis le début, nous mettons dans la peau de ce maire qui n'a pas d'ingénierie, ne parle pas tous les jours à son préfet, à son président de région, tout ça. Comment l'accompagner dans ses souhaits de développement territorial vertueux. Juste ajouter, le foncier, c'est nécessairement un sujet sensible, mais c'est un sujet principalement d'aménagement du territoire. Et que sur un sujet tel que celui-là, il faut sortir des postures qui peuvent être les nôtres, idéologiques parfois, en établissant le camp du bien et le camp du mal. Il y a tout simplement des grands objectifs nationaux que nous devons respecter. Et par exemple, la PPL que nous avons déposée respecte l'idée, la philosophie et l'objectif national, mais pour autant, nous avons des objets d'aménagement, une transition énergétique et écologique à effectuer. Encore faut-il que les territoires en aient les moyens. Donc on ne peut pas, depuis notre centralisme jacobin, imposer les bonnes solutions partout, les mêmes, sur l'ensemble des territoires à la même date. Il faut cette différenciation et c'est malheureusement ce qu'on n'a pas pu voir dans les lois précédentes. Alors, Madame la Ministre, Madame Catherine Vautrin, ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, dès ses premières déclarations, Michel Barnier a semblé ouvert à une évolution par rapport aux ZAN. Et aujourd'hui, comment vous aussi, vous faites ce bilan à mi-parcours et dans quel état d'esprit vous abordez la question ? Merci, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Alors évidemment, cette question, je l'aborde à la fois comme ministre du gouvernement en charge, comme vous venez de le dire, du partenariat avec les territoires, mais je suis surtout une élue locale parmi les élus locales et jusqu'en janvier dernier, je présidais une grande intercommunalité puisque celle de la communauté urbaine du Grand Reims et que donc c'est un sujet que j'ai vécu au quotidien. Et donc moi aussi, j'ai une histoire bien sûr avec le ZAN comme tout responsable de collectivité. Alors peut-être que pour répondre à votre question, je vais commencer par revenir sur 2-3 éléments et je pense qu'il faut quand même qu'on se dise que de 2009 à 2022, on a consommé 24 000 hectares d'ENAF chaque année en France. C'est-à-dire que si le débat est si passionné, c'est aussi parce que l'on sait qu'il y a clairement un enjeu qui est un enjeu de réaliser des projets, mais qu'il y a aussi de l'autre côté un enjeu extrêmement important, c'est de se dire que finalement en 20 ans, la consommation des sols a quand même augmenté 4 fois plus que notre démographie. Donc il faut aussi de temps en temps se dire il y a un sujet qui est celui du respect de nos sols. Il y a un sujet qui est, on parle beaucoup des agriculteurs en ce moment, ils sont les premiers à nous demander d'être vigilants sur la souveraineté alimentaire et donc sur notre consommation. Je dis ça froidement
calmement, parce que je pense qu'aucun de mes prédécesseurs ne s'est amusé à réfléchir à un texte de loi pour le plaisir. Et que s'il y a eu cette réflexion, c'est quand même parce qu'il y avait aussi une prise en compte d'une consommation foncière qui, à un moment, a des conséquences sur, à défaut de faire de grandes envolées sur la planète, je vais juste parler de notre territoire. Donc, nécessité de cette sobriété. Parce absolue. que ça consomme. Il faut qu'on se dise que la consommation que je viens de vous citer, à plus de 2/3, c'est de la terre agricole. Donc ça, c'est un petit constat que je voulais partager. Pour maintenant aller vers la question que vous me posez, oui, Michel Barnier a effectivement dit 2 choses, parce que je crois que les 2 sont à mettre en regard. La première, c'est dans son discours de politique générale, lorsqu'il arrive, Michel Barnier dit 2 points. Le premier, c'est la dette financière. Je donne moi-même des bâtons pour me faire battre en disant ça ici, mais c'est comment nous participons à effectivement réduire la dépense publique. Et la deuxième chose immédiatement dite par Michel Barnier, c'est la dette environnementale. Donc vous voyez, je le dis tout de suite parce que je pense que c'est important. Ça veut dire que quand il parle du ZAN, Michel Barnier dit « nous devons trouver des moyens d'assouplissement ». Et je pense que quelque part, le sens de ce débat et votre présence ici aujourd'hui, elle est bien pour cela. C'est de se dire comment on est capable de s'écouter et comment ensemble, effectivement, nous pouvons réfléchir à des notions qui sont des notions d'assouplissement. Et ces assouplissements, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'ont dit les uns et les autres, et vous avez vu, si je reprends ce que j'ai noté, il y a des éléments très importants. Le premier point commun de tout le monde, c'est le manque d'ingénierie de bon nombre des communes. Et l'élu local que je suis va ajouter, et le coût pour toutes ces communes, parce qu'à un moment où on parle précisément de finances publiques, le coût de réalisation des documents du SRADET, le SCOT, le PLUI, tous ceux qui en ont fait ici vous diront que ça coûte très cher. Et donc on a un premier sujet, effectivement, qui est cette enveloppe autour de l'ingénierie, et je l'écoute avec beaucoup d'intérêt. Comme j'écoute avec beaucoup d'intérêt la notion de haute couture, parce que effectivement, chaque territoire est spécifique et chaque territoire a ses spécificités, et que bien évidemment, c'est un outil d'aménagement du territoire, et on aménage son territoire en fonction de sa spécificité. C'est le travail qui a été fait, bien évidemment, dans les SCOT, mais ce qui a été également fait avec les différentes régions. Et j'entends également, on a besoin de stabilité législative. Et pour autant, j'ai en face de moi des sénateurs qui sont là pour dire, ben nous, on est prêts à arrondir les angles. Donc vous voyez que le boulot du gouvernement, il est finalement d'essayer de parler avec chacune et chacun. Vous avez entendu ce ton très modéré, très respectueux, avec une volonté qui est une volonté d'avancer. Donc oui, pour assouplir, mais oui aussi pour tenir des objectifs, parce qu'on le doit à nos agriculteurs et à la planète. Alors, on verra tout à l'heure justement comment avancer, hein, quelles sont les solutions, les adaptations, ou au contraire les remises en question, mais déjà des témoignages peut-être, et puis des propos par rapport à ce ZAN que vous vivez. Vous êtes maire, vous vous présentez s'il vous plaît, et la parole est à vous. Bonjour Madame la Ministre, chers élus. Jérémy Giuliano, maire de la commune du Val dans le département du Var, 4500 habitants, et je suis docteur en géologie, donc je comprends la question des sols et de la haute couture, mais il faut faire attention que le bouton ne pète pas. Alors, je fais un petit témoignage. Dans le bilan, il y a le avant, le pendant et le après. Et mon propos porte sur le après. Nous avons révisé le PLU sur ma commune, la loi a été votée, nous avons mis en application donc, la réduction sur la trajectoire de réduction de la consommation des espaces. Et cette réduction se fait à un prix fort d'un arbitrage entre, d'une part, la consommation de l'espace des terrains privés et d'autre part, le développement des projets municipaux pour que, heureusement, la commune développe le cadre de vie. Je pense salles des fêtes, crèches, cimetières également, qui sont de la consommation de ces espaces. Le PLU a été voté, nous arrivons dans la vie de tous les PLU, chers collègues que nous connaissons, c'est les contentieux. Les propriétaires font valoir évidemment leurs droits, à juste titre, et la question se pose aujourd'hui, dans un vide d'absence de jurisprudence, que se passe-t-il si le juge donne raison à ses propriétaires par rapport à l'économie du PLU? Est-ce que ça remet en question le développement des projets, puisqu'on va déséquilibrer en redonnant de la constructivité par décision de justice? Et ça, c'est une question qui m'inquiète beaucoup, puisque nous avons fait le choix d'un PLU de projet. Et donc, pour nous, ça, c'est une question qui est importante. Et dans le Var, vous savez, nous avons un village où les ânes de Provence volent. Et je ne voudrais pas que le ZAN, justement, dans ses applications et dans ses interrogations judiciaires, bien nous vole notre liberté d'action pour les projets du quotidien. Merci. On va prendre d'autres interventions en allant de ce côté avec vous.
Vous vous présentez, s'il vous plaît? Moi? Oui, c'est vous. Michel Boulan, je suis maire de Châteauneuf-le-Rouge dans le pays d'Aix, Aix-en-Provence. Je salue Jean-Baptiste Blanc, avec qui on a partagé et usé les bancs de l'université il y a quelques années. Oui, en fait, moi j'aimerais attirer l'attention des législateurs, surtout du Parlement, sur le fait que cette loi ZAN, en fait, elle est arrivée dans notre dos. Et c'est bien le travail que vous êtes en train d'essayer de réparer aujourd'hui, comme des chirurgiens, parce qu'en réalité, quand vous avez une loi, nous on est habitués à ce que les lois ne soient pas rétroactives. Mais quand la base de données l'est, c'est-à-dire les 10 ans qui se sont écoulés, ça prend en rebours tous les maires. Tous les maires, alors ceux qui ont consommé du territoire ou pas, mais enfin en tout cas, on n'était pas prévenus. Et donc vous avez une loi qui va prendre comme plaque de référence les 10 ans passés, sans qu'on l'ait su, sans qu'on se soit préparé, et nous fixe des objectifs dans l'avenir de réduction de 50% et autres. Donc ça, il faudra un jour ou l'autre que le législateur arrête de nous prendre à défaut, de nous prendre à rebours, de nous prendre, excusez-moi le mot, en traître. Je ne suis pas sénateur, donc j'ai la liberté de parole beaucoup plus grande. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, vous avez un travail, il me connaît Jean-Baptiste, vous avez un travail à faire de réparation, notamment sur l'objectif atteint ou pas, cet assouplissement, je pense qu'il devra à tout prix venir raccommoder, c'est le mot, cette prise en traite comme ça à rebours dont on a été les victimes. Dernier point, ça vise les sénateurs, quand vous faites des travaux des Tours de France comme ça, rendez-nous compte aussi, informez-nous de vos rapports avant qu'ils deviennent des propositions de loi, ce sera aussi un progrès. Merci. Merci. On passe à ce côté. Madame, c'est à vous. Oui, bonjour, je suis Madame Castellani, je suis maire de Piana, commune de Corse. Et je voulais juste dire que j'ai entendu donc les propos des personnes des régions, j'ai entendu messieurs les sénateurs, j'ai répondu d'ailleurs à l'enquête du Sénat. Ça fait plus de 20 ans que je viens ici, tous les ans, et je regrette que l'on n'avance pas sur l'urbanisme. Et c'est très compliqué. En Corse, les deux tiers des communes n'ont pas de PLU. Et on n'arrive pas à les faire. Pourquoi on n'arrive pas à les faire? Vous avez dit que vous avez fait sur le continent les stragettes. Nous, on a un PADUC qui n'arrive pas. On n'arrive pas à le faire réviser. Et on nous dit tranquillement, la semaine dernière, le président de l'AUE qui est en charge de la révision du PADUC nous dit tranquillement qu'il va mettre 3 ans à le réviser. 2025, 2026, 2027. C'est-à-dire qu'on est mort. Si nous n'avons pas, n'est pas élu au premier trimestre 2028, nous avons le RNU. Donc moi je demande à Madame la Ministre, qui est également Madame Corse, de faire en sorte que l'on avance. J'ai entendu les sénateurs, vous avez parlé de différenciation, de cas par cas, c'est ce qu'il faut faire, sinon on n'y arrive pas. Parce qu'au-delà du ZAN, au-delà des PLU, il faut parler aussi des lois, qui sont des lois très restrictives et qui n'ont pas été modifiées depuis plus de 40 ans. Je veux parler de la loi littorale. Le président, une fois je l'avais rencontré, le président de la République, et il m'avait dit, on va modifier, effectivement, il y a des lois qui s'enchevêtrent. Sauf qu'on nous a pendu la loi Elan, elle est pire que la loi littorale. Alors, beaucoup de choses... Et oui, d'accord, mais moi je veux dire ce que je dis, parce que c'est compliqué, et en Corse on souffre. Les élus souffrent. Et je veux le dire ici, parce que sinon, en 2028, nous n'irons pas de PLU. Voilà je qui vous est remercie. dit. Merci beaucoup. Madame la maire. Monsieur, c'est à vous. Alors, Pierre-Yves Mailleux, maire de Cancale, président du pays de Saint-Malo. Moi, je viens pour témoigner d'abord du fait que la territorialisation, ça marche. Que la mobilisation, l'implication des élus locaux, ça marche. Que les SCOT sont utiles. Et au niveau de la région Bretagne, on a eu, avec les services de l'État et les services de la région, la capacité à se comprendre et à accepter la diversité de nos territoires, qu'ils soient littoraux, qu'ils soient de Bretagne intérieure, qu'ils soient métropolitains. Pourquoi et comment? Parce que nous avons mis au point un système. Alors peut-être que, comme certaines autres régions, nous sommes proches des Anglais. Et si vous mettez 2 véhicules qui roulent tous les deux avec un compteur à 80, vous en avez un qui roulerait plus vite que l'autre. C'est l'Anglais qui roule à gauche parce qu'il sera en miles per hour quand l'autre sera en kilomètres heure. Nous avons dit, si nous ne mesurons pas des choses identiques
par rapport à nos différences, nous n'y parviendrons pas. Nous avons mis sur pied le mode d'occupation des sols. Ça veut dire que nous avons un outil commun et ça a fonctionné, on a territorialisé. Et j'ai 2 propositions à faire, 2 suggestions. La première, puisqu'on parle du ZAN, on veut protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une capacité d'accompagner, de garantir les recettes qui sont liées à la taxe foncière des dernières années ou taxe d'habitation des communes rurales pour que leur trajectoire les sécurise et qu'ils aient la responsabilité objective de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers qui sont ruraux et pas dans les métropoles? Et deuxième élément, pourquoi jusqu'à présent le foncier n'était pas amortissable? Donc moins il coûtait cher, mieux ça valait. Si demain il coûte plus cher, pourquoi est-ce que le foncier issu de la réhabilitation des zones urbaines ne serait pas amortissable? Je pose simplement la question. Merci. Je vous propose qu'on réponde déjà, qu'on essaie de répondre à ces interventions, et puis on reprendra des questions dans un deuxième temps. Je demande donc un peu de patience, pour qu'on puisse être précis avec des questions que je sais, messieurs les sénateurs, vous avez entendu dans votre écoute et vos enquêtes sur, en particulier, la question économique. La dernière intervention là, du maire du pays de Cancale, comment vous l'entendez, Jean-Baptiste Blanc? Alors, avec un autre sénateur, Hervé Maurey, cette fois-ci, nous allons rendre un rapport, normalement, dans quelques jours, semaines, sur le financement du ZAN, la fiscalité du ZAN. Parce qu'évidemment, il n'y aura pas de ZAN sans accompagnement financier et sans fiscalité revue. On avait saisi déjà la Cour des comptes par le Conseil des prélèvements obligatoires, il y a plus d'un an, sur le fait de savoir si le ZAN ne serait pas en contradiction avec notre fiscalité. N'aurions-nous pas, à tout hasard, une fiscalité artificialisante? Réponse plutôt oui. Et ne pourrions-nous pas toiletter les assiettes des impôts aux taxes existants et éventuellement les flécher pour financer tout ce dont le ZAN est le nom? L'arrêt de l'étalement, la reconquête des friches, la ville dense, la renaturation, tous ces modèles économiques qu'il faut enfin imaginer. C'est l'objet de la mission que nous conduisons avec Hervé Maurey, donc nous apprêtons à rendre rapport, sauf que nous n'avons pas d'éléments chiffrés. Et là aussi, le Premier ministre et notre ministre nous aident à cheminer pour obtenir ces éléments chiffrés, pour pouvoir faire des propositions les plus concrètes possibles. Alors, je peux détailler, mais je n'ai pas le temps là, modèle par modèle, les idées que nous avons, mais celle de Monsieur le maire, très intéressante. C'est la question foncière, évidemment, la plus importante. Foncier qui pourrait être taxé dans ses plus-values davantage post-ZAN, on pourrait en parler, notamment. Foncier qui est beaucoup trop retenu et qui va devenir de plus en plus rare, comment le libérer? La reconquête des friches, évidemment avec le sujet du fonds vert, et je sais que c'est sensible, évidemment. La fiscalité qui pourrait aider les maires à densifier et à renaturer, mais il me faut beaucoup plus de temps, là. Je suis désolé. Mais vous ouvrez les chapitres et les têtes de chapitres. Oui. Sur la question qui est évoquée tout à l'heure par votre collègue maire, Véronique Pusadou, le fait de gérer les contentieux. Il dit, oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de contentieux et on peut avoir d'abord la contradiction entre le projet de développement et puis les intérêts privés, et surtout qu'ils peuvent remettre en cause tous les projets. Oui, puis il y a plusieurs sortes de contentieux. Il y a le contentieux, nous, dans nos communes, dans nos projets, parce que les intérêts du collectif ne sont pas forcément les intérêts des individuels. Hein, et c'est bien ça que le maire doit arriver à faire en prospective. Et là, on touche un cadrage à la parcelle. Mais surtout, et la pire des choses qui pourrait nous arriver, en ne calculant pas les bons outils, la bonne méthode, c'est une vraie judiciarisation. Et derrière, c'est le maire, parce que, quoi qu'on en dise, les stradettes, documents et autres, le vrai au quotidien qu'on va, c'est sur le PLU, la carte communale, ou cet outil-là. Et cet outil-là, c'est le maire qui est derrière. Et il ne faudrait pas que dans les décisions que l'on soit amené à prendre et qu'on nous oblige à prendre, que ce soit derrière le tribunal qui va juger l'opportunité de ce qu'on a fait et qui ne va pas sécuriser, et où on devra réindemniser des privés parce que leur terrain aura perdu une quote-part ou autre. Et en fait, c'est tous ces outils-là qu'il faut qu'on travaille dès à présent, avant que la justice se mette dessus, que le contentieux, parce que là, ce sera la pire des choses, j'ai envie de dire, pour tous les élus que nous sommes et la haute couture qu'on veut faire. Donc il y a une vraie urgence, parce qu'on travaille déjà tous au quotidien. Donc il y a une vraie urgence à sécuriser tout ça.
Alors, sécuriser tout ça, le modèle à réinventer, et effectivement, monsieur le sénateur, vous avez fait des propositions. Alors, on ne peut pas les développer ici, hein, et je pense que ça sera l'objet aussi d'un dialogue, non seulement avec le gouvernement, mais avec les associations d'élus, l'AMF en premier. Et peut-être qu'on va passer justement à un deuxième temps de débat sur ce modèle à réinventer pour plus d'efficacité et d'équité, ce qui nous permettra de poursuivre aussi le dialogue avec vos collègues congressistes. Merci à ceux qui étaient là pour ce premier temps de dialogue. Merci mesdames, merci messieurs. Et on va appeler dans un instant les représentants de l'AMF qui travaillent sur ces sujets. Vous pouvez applaudir ceux qui étaient là pour ce premier temps. Voilà, et j'invite à nous rejoindre Jean-François Vigier, qui est maire de Bures-sur-Yvette, dans l'Essonne, et qui est vice-président de l'Association des maires de France, et Jean-François Debat, le maire de Bourg-en-Bresse, président de l'Agglo du Grand Bourg Agglomération, et qui est membre du conseil législatif de l'AMF. Là aussi, des propositions concrètes pour faire avancer la loi. Et puis Constance de Pellichy, députée du Loiret, ancien maire de La Ferté-Saint-Aubin. Constance de Pellichy qui co-présidait cette commission aménagement il y a encore quelques semaines et qui aujourd'hui porte ce sujet à l'Assemblée nationale. On va poursuivre justement avec vous ce débat en fonction des interpellations de vos collègues. Il y a un jeu de chaises musicales, pas très musical d'ailleurs, mais tout le monde va trouver sa place dans ce débat. Trouver sa place dans ce débat, Jean-François Vigier, justement, vous qui êtes vice-président de l'AMF, qui rencontrez vos collègues dans les assemblées départementales, les congrès départementaux, vous entendez justement cette colère aussi qui gronde, les difficultés que rencontrent vos collègues. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'effectivement, quand on entend la table ronde précédente, effectivement, le ZAN, il nécessite beaucoup de technicité. Mais au départ, c'est un problème politique, le ZAN. C'est un problème qui revient sur la décentralisation, sur notre capacité à agir. Parce que la dernière minute, la dernière seconde de la mise en œuvre du ZAN, nous serons face à nos concitoyens pour leur expliquer la mise en œuvre de cette mesure et les conséquences qu'elle aura dans nos communes. Et nous avons entendu avec tous les collègues qui vont dans les assemblées départementales de maires tout au long de l'année 2024 et bien avant, le mal-être de tous les maires sur cette question du ZAN. Moi, j'ai été frappé dans les départements de voir que c'était un sujet qui préemptait la quasi-totalité des assemblées départementales. Parce qu'il y a deux sentiments qui ressortent de la part des maires. L'absence de transparence et un profond sentiment d'inégalité dans les territoires. L'absence de transparence, c'est tout simplement que cette loi n'est pas mise en œuvre par le bloc local, par les communes et les intercommunalités. Elle est mise en œuvre au-dessus des maires. Et j'en veux pour preuve que la date limite, on est à 3 jours de la date limite de la remise des cibles infrarégionales des SRADET. Et il y a beaucoup de maires qui ne savent pas quelles seront concrètement les conséquences dans leur commune de ces SRADET à l'heure où nous parlons. Ça, c'est le premier sentiment. Deuxième sentiment, une inégalité profonde parce que d'un territoire à l'autre, des communes ne seront pas prises en compte de la même façon. Et cela peut créer, il y a une grande peur d'une France à 2 vitesses avec cette loi. Donc, on a fait remonter ces informations et le président David Lisnard a demandé à un groupe de travail de travailler sur cette question pour faire des propositions. Et ce qui a conduit le bureau, il y a 1 mois et demi, à l'unanimité, à demander un arrêt de la mise en œuvre de la loi et à une rediscussion. Jean-François Debat, je le disais, vous faites partie du comité législatif de l'AMF. Vous avez entendu d'ailleurs aussi, et j'imagine que vous avez lu la proposition de loi des sénateurs, peut-être la petite musique de l'AMF un peu différente. Oui, je crois que Jean-François vient de dire les éléments, on va dire, de constat. Et nous avons quand même le sentiment qu'il nous faut aujourd'hui une autre loi pour parvenir aux mêmes objectifs avec un timing, mais avec une autre méthode. Cela dit, c'est dit sur tous les tons finalement depuis le début de cette séquence. Garder une autre loi qui s'appuie sur les principes de la décentralisation.
nous acceptons que le Parlement, au nom de la nation, Madame la ministre, fixe des objectifs. Oui, en 40 ans, pour augmenter de 20% la population, on a augmenté de 80% l'artificialisation des sols. On peut donc, et on doit donc aménager différemment, tout en continuant à équiper et à nos territoires et à répondre aux besoins d'habitat ou de l'économie. Donc nous avons finalement, mais il faut changer de méthode. Finalement, ce que nous proposons repose sur 3 socles. Premier, oui, nous acceptons l'objectif à 2050 et un objectif de réduction de 50% en moyenne en 10 ans. Peut-être quand même, Madame la Ministre, pas en commençant il y a 3 ans, mais en commençant cette année ou l'année prochaine. Mais parce qu'il faut bien, à un moment donné, qu'il y ait une règle commune et un objectif si on veut que chacun fasse sa part du travail. Donc une trajectoire avec un objectif intermédiaire de 50 en 10 ans. Ensuite, nous ne pouvons plus supporter le fait de se retrouver avec un chiffre en bas à droite qui est, vous avez droit à 350,8 hectares pour les 10 ans qui viennent dans votre schéma de cohérence territoriale. C'est à peu près celui que j'ai pour mon agglomération de 140 000 habitants, qui est le fruit de on ne sait pas trop quoi, d'un objectif de 50%, mais qui a été corrigé par le SRADET, que le SRADET fixe des orientations, c'est naturel, qu'il ait une déclinaison territoriale, qui fasse qu'on peut accorder des allocations régionales différentes selon les territoires, en fonction de ce que le SRADET aura jugé bon, et qui s'impose. Nous ne pensons pas que c'est la bonne méthode. Que le comité régional du ZAN vienne donner des orientations prescriptives, nous ne pensons pas non plus que c'est la bonne méthode. Alors c'est quoi la bonne méthode ? La bonne méthode, c'est que nous ayons d'abord une transparence sur les efforts qui sont demandés à chaque territoire, pas juste notre chiffre en bas à droite à nous, pour qu'on puisse vérifier, ce que tu dis Jean-François qui est très important, c'est que tout le monde fait bien sa part du boulot et qu'il n'y en a pas finalement qui passent par les chevaliers clandestins. Utiliser les données publiques. Ensuite, que nous ayons effectivement un objectif théorique qui nous est assigné par portée à connaissance, et non pas de manière impérative, portée à connaissance par l'État, et que nous mettons en œuvre avec la liberté qui est celle que la décentralisation nous confère. C'est-à-dire que nous le mettons en œuvre dans le cadre des SCOT, dans le cadre des PLU, parce que tu as raison Véronique, à la fin c'est la carte communale ou le PLU, et on respecte, on s'inscrit dans la trajectoire, on ne raisonne pas à l'hectare près, et on peut, si on doit s'écarter, parce que par exemple on a contractualisé territoire d'industrie et qu'il va y avoir une implantation, justifier quelques hectares de plus pour cet objectif. Que l'on peut, quand on est un territoire rural qui a très peu consommé parce qu'il y avait peu d'habitat et qui donc, si on divise par 2, il n'y aura pas grand-chose, mais que là, il y a davantage de perspectives parce qu'il y a une reprise, eh bien, on peut justifier qu'on s'écarte de la trajectoire, on l'écrit, et derrière, ça veut dire qu'on n'applique pas une loi à l'hectare près, de manière en conformité, de manière mathématique, de manière mécanique. On l'applique comme finalement un objectif de politique publique, on l'applique en compatibilité. Si on fait plus 5% par rapport à l'objectif, eh bien on est dans la compatibilité et ça passe. Si certains territoires font le double de ce qui est leur objectif, eh bien le contrôle de légalité et le tribunal administratif viendra dire ça n'est pas possible. Donc nous voulons redonner du pouvoir aux élus locaux dans le cadre des SCOT, dans le cadre des communes, pour mettre en œuvre un objectif fixé par le Parlement, sans avoir une foultitude d'entonnoirs, de comités théodules, de schémas, d'allocations différenciées, qui font qu'à la fin, on ne comprend plus ce qu'on nous demande de faire, alors que, moi je le dis, je suis un militant du ZAN. Dans mon territoire, on a probablement trop consommé. Aujourd'hui, il faut de la maïotique, il faut qu'on se prépare à travailler. Et pour cela, il faut qu'on retrouve de la responsabilité. Et on n'a pas de responsabilité si on n'a pas de liberté. L'objectif, c'est que chacun d'entre nous ait un objectif qui participe à la réduction de 50% en 10 ans, mais peut-être en commençant cette année ou l'année prochaine et pas il y a 4 ans, mais qui finalement repose sur la liberté et la responsabilité des maires. Et la transparence. Et le simple contrôle que chacun fait sa part des choses, parce qu'il n'y a pas en République personne ne fait des efforts s'il n'a pas le sentiment que les autres font les mêmes efforts. Voilà ce que nous souhaitons, un changement de méthode et donc un changement de loi. On continue le dialogue avec vos collègues maires congressistes.
Monsieur, c'est à vous, vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, Patrick Jean, maire de Pontarlier, président de l'association des maires du Doubs. Parmi les sujets les plus irritants pour les élus, il y a bien sûr le ZAN, comme d'autres. Et ce que demandent les élus, en tout cas dans le département du Doubs, mais je pense que c'est partagé par beaucoup de personnes ici, c'est de la stabilité et du respect. Stabilité parce que, comme pour la forêt, par exemple, pas de temps de l'aménagement urbain, de l'aménagement local, c'est pas 6 mois, c'est 10, c'est 15, c'est 20 ans. On ne change pas aussi la sociologie d'accession à la propriété que la population a en quelques mois, en quelques années, par des textes réglementaires. Donc le pas de temps nécessite de la stabilité. Du respect parce que, je le dis dans ma région, et je salue le travail qui avait été fait en Bourgogne-Franche-Comté, nous avions abouti, dans la première version de la loi, à un accord qui prenait en compte les spécificités territoriales, qui adaptait, entre guillemets, cette déclinaison qui est beaucoup trop arithmétique de la règle. Badaboum, on change les règles du jeu à la mi-temps. On a vu un magnifique match de rugby samedi. On change les règles du jeu à la mi-temps du match. Et on bascule avec la garantie qui est peut-être défendable, la garantie communale, mais qui fait qu'aujourd'hui, les territoires les plus sous tension se retrouvent avec le taux d'effort le plus élevé. Ça veut dire qu'on va accroître l'augmentation du prix du mètre carré, on va accroître les difficultés d'accession au logement, qu'ils soient locatifs ou d'accession à la propriété, on va accroître les déplacements domicile-travail, parce qu'on va éloigner les populations qui travaillent des zones d'activité. C'est ça aujourd'hui ce qu'est le ZAN. Donc merci, mesdames et messieurs les parlementaires, merci madame la ministre de relayer ça au niveau du gouvernement. Il nous faut de la stabilité, du respect et des perspectives où on redonne la main au territoire. Merci. Merci monsieur le maire, c'est très clair. Madame, c'est à vous. Oui, alors je suis contente de ce que le monsieur a dit, parce que je suis un peu dans le même sujet. Moi, je suis maire déléguée dans une petite commune, Palérac, qui est rattachée au buisson de Cadouin. Alors, on a une chance inouïe. On habite en Dordogne, entre Sarlat-Bergerac. C'est une région très touristique. Donc, les terrains sont chers, les habitations aussi, le loyer, je ne vous en parle pas. Et donc, nous n'avons plus ni de maison ni de logement à louer ou à vendre. On manque énormément de logements pour des gens qui viennent travailler. Parce que bien sûr, quand vous avez un gîte, vous avez besoin d'une femme de ménage. Et la femme de ménage, il faut qu'elle vienne ou de Bergerac ou de Sarlat, parce que là, il y a des autorisations pour construire, pour les mettre dans des HLM, voilà. Donc, moi, ce que je voudrais mettre en avant, c'est le prix du terrain, le prix du logement, le manque de logement, mais cruel dans certaines régions. Et aussi, en 2015, Cécile Duflot a fait une loi. C'était par rapport aux pastilles vertes. Alors, je ne sais pas si certains s'en rappellent, parce que 2015, c'est loin, mais on avait des autorisations de construire de l'habitation légère. Alors, qui revient bien moins cher. Ça peut être de l'autoconstruction. Les gens peuvent construire leur maison. Ça peut être dans des zones agricoles ou des zones naturelles. Mais avec la loi ZAN, eh bien sûr, ces projets tombent à l'eau. Personnellement, j'ai travaillé 2 ans sur un projet d'habitation légère avec des baux amphithéotiques. Je ne sais pas si certains connaissent Amo Léger, c'est une association qui aide les collectivités territoriales à faire du logement en respect avec la nature. Et moi, je pense que là, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse aussi dans les endroits naturels et agricoles, qu'on puisse mettre de l'habitation légère, peu chère et respectueuse de la nature. On ne dégrade pas la nature, on la grade, on la nourrit, on fait des jardins participatifs, des jardins... Merci, voilà. c'est très clair. On va passer la parole à votre collègue de l'autre côté de la salle. Oui, bonjour à toutes et à tous, Madame la Ministre. Frédéric Charpenel, maire de Souston dans les Landes, une commune de 110 km², je crois que Paris rentre dedans, 90% d'espace naturel. Alors évidemment, on a eu sans doute tendance, quand on a beaucoup d'espace, à s'étaler dans le cadre de notre aménagement urbain. Et j'ai la chance d'être dans une communauté de communes où, sur l'ancien PLUI, on avait déjà retravaillé à un moindre étalement urbain en travaillant sur les dents creuses, en travaillant aussi sur nos zones urbaines, sur les trames vertes, sur les trames noires. Et aujourd'hui, on en est dans ce travail. On a mis une conférence foncière à la communauté de communes.
mais on voit bien qu'on est en train de tous regarder nos mètres carrés et nos hectares. Et moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans les zones rurales, où on a aussi des centres urbains, où on a des quartiers ruraux, moi je crois qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui qu'on puisse distinguer ce qui est de l'artificialisation dans la poche urbaine. Alors j'entends zone urbaine, j'entends tâche urbaine, enfin on en est dans ce point de détail, mais moi je ne conçois pas qu'on considère de la même manière un étalement urbain que sur une construction sur des zones qui sont déjà en U dans la zone urbaine. Et moi, je voulais apporter ce témoignage. Et puis, autre point de détail, puisqu'on parlait de haute couture ce matin, moi, je ne comprends pas non plus que quand on parle d'artificialisation, si on est par exemple sur un terrain de 5000 m², qu'on artificialise 100 m², on considère comme artificialisé 5000 m², et à l'inverse, quand on va parler de dénaturation, je vais renaturer 100 m² sur une parcelle de 5000 m², ben, ils ne seront considérés que les 100 m². On en est à ces points de détail, mais comme je suis aussi conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine et que notre président nous dit souvent que le diable se cache dans les détails, mais quand on en est aussi, nous, maires, dans l'application des textes à la parcelle, ce sont des points que je souhaitais mettre en avant, Madame la Ministre, ce matin. Merci de votre écoute. Merci. C'est à vous, monsieur. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Thierry Boidet, premier vice-président de l'Union des maires de la Dordogne et maire d'une commune de 250 habitants. La Nouvelle-Aquitaine est en force ce matin. Voilà. Et 1430 hectares, Madame la Ministre. Donc 250 habitants, 1430 hectares. Je vous laisse imaginer la bétonisation de ma commune. Moi, je suis quelqu'un avant tout qui considère, je défends les maires de la Dordogne en tant que premier vice-président. Et moi, je fais partie des gens qui disent que tous les matins, quand les maires se lèvent, il n'y a pas quelqu'un qui se lève avec l'idée de faire mal dans sa commune. Voilà. Un maire, pour 600 balles par mois, souvent, il fait du bien à sa commune. Effectivement, l'objectif, zéro artificialisation, tout le monde, on croit qu'on est tous effectivement d'accord, il faut faire attention. J'ai entendu les consommations, Madame la Ministre, qui sont faites tous les ans dans ce pays, mais c'est un peu comme la dette de la France, il faut faire croire que c'est les collectivités locales qui en sont la cause. Moi, je peux vous faire voir que dans notre territoire, je suis président de la communauté de communes, il y a 18 communes, 12 500 habitants, on est loin d'avoir urbanisé et archi-urbanisé. Et moi, depuis le début de cette loi climat et résilience, je fais partie des militants opposants. Alors, même un vice-président de l'AMF est venu nous voir à une assemblée générale, M. Godefroy, je crois, qui nous a dit, quand une loi elle est mal embarquée, ben, ça finit jamais bien. Donc moi, je pense que cette loi, tout simplement, aujourd'hui, il faut, comme le demande le président Lisnard, dire stop et qu'on essaie de réécrire les choses ensemble. Et moi, ce qui me choque, et c'est dommage parce qu'on a déjà échangé sur le sujet avec Madame Roued, c'est que les SRADET, on les a mis dans le système. Et alors, vous avez peut-être des régions qui sont protectrices, qu'on dit c'est pas notre rôle, on va faire attention. Puis vous en avez d'autres qui sont un peu allés à la vitesse supérieure. Et c'est le cas chez nous, puisque le SRADET, il est voté chez nous. Et ils ont été très gentils avec les territoires ruraux. Ils ont dit, ben nous, regardez, grande métropole, nous, on va dire l'objectif, c'est 55% pour nous. Et vous, le monde rural, parce qu'on veut être gentil avec vous, vous réduirez que de 48%. Mais vous êtes tous allés à l'école. Quand vous réduisez de 55% de ce que vous avez fait beaucoup bétonner, il en reste encore beaucoup à bétonner. Et quand vous avez très peu bétonné, même si vous ne reste plus que 48%, il ne vous reste rien. Et cette loi, elle est mortifère pour nos territoires ruraux. Elle est mortifère. La dame qui a parlé avant moi du prix du mètre carré. Je suis maire depuis 2001. Aujourd'hui, j'ai des maisons qui se vendent 440 000 €. Parce qu'au moment du Covid, tout le monde a venu. Vous savez, quand vous vendez une maison ici à Paris, vous pouvez en acheter 3 en Dordogne. Vous n'avez besoin que d'une. Donc vous mettez le prix. Mais à travers ça, nos enfants du pays, les enfants de nos agriculteurs, ceux qui vont dans nos écoles, ceux dont on a besoin, ils ne peuvent plus se loger chez nous. Donc il faut vraiment revoir cette loi. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Merci. L'urgence de pouvoir loger les habitants. À vous, monsieur. Oui, bonjour. Benjamin Dumortier, maire de Sizouin, vice-président de la communauté de communes PEL-Carambourg, en charge de l'aménagement du territoire et vice-président du SCOT de Lille Métropole. Alors moi, mon intervention, on est en train d'élaborer un PLU intercommunal pour la première fois.
Donc on vient de terminer les débats sur les PADD dans chacune des 38 communes de notre intercommunalité. Ce sont des communes entre 500 et 8000 habitants, ce ne sont pas des grandes communes comme la plupart des communes de France. Et le constat, c'est qu'on a une grosse inquiétude sur la densification, notamment par rapport à l'armature de nos communes. Donc comment faire des nouveaux modèles d'urbanisation dans les petites communes sans les voir mourir et ne plus leur permettre de se développer un minimum, première chose. Deuxième chose, l'idée de reconvertir les friches. Il faut savoir que c'est vrai dans les grandes métropoles, il y a beaucoup d'intercommunalités où il n'y a pas finalement beaucoup de friches qui permettent d'avoir des gisements potentiels pour le futur. Autre chose importante, c'est au niveau des SCOT. C'est au niveau des SCOT que vont se répartir les hectares de la réduction de l'artificialisation. Dans les SCOT, en général, on n'est pas à égalité entre les intercommunalités et des territoires peuvent se voir imposer les choses sans forcément avoir envie. Enfin, on parlait d'outils tout à l'heure. Il y a un sursis à statuer qui a été instauré par la loi de 2023, il me semble, la loi de facilitation, pardon, qui a priori ne fonctionnerait pas d'après les juristes pour des raisons où on a du mal à interpréter comment dire si oui ou non on peut la mettre en œuvre tout de suite. Et enfin, dernière chose, c'est sur les délais. Parce que là, actuellement, on a un délai du 22 février 2027 pour la révision des SCOT. Là, les SRADET vont être approuvés avant la fin du mois, hein, c'est l'obligation. On ne peut pas réaliser un nouveau SCOT en aussi peu de temps, d'autant qu'on est plutôt sur des révisions générales, plutôt que sur des modifications compte tenu des enjeux et des modifications qu'on nous demande de faire. Ce qui veut dire que derrière, pour zanifier nos PLU, ou les PLU qui sont en cours de création, ça va être très compliqué de tenir les délais. Donc je pense qu'il est indispensable de donner un peu plus de temps au SCOT et derrière un tout petit peu plus de temps aussi au PLU pour se terminer. Merci. Alors je demanderai à chacun d'être assez concis parce que le temps nous est compté et vous êtes plutôt nombreux à vouloir vous exprimer ce matin. Allez-y, monsieur. Bonjour Madame la Ministre, bonjour chers collègues, je me présente Patrick Lecante, maire de Montsénéry, Tonnégrande en Guyane. Madame la Ministre, je souhaite m'adresser à vous. La Guyane, vous la connaissez, c'est 90 000 km², dont 90% de terrain appartenant à l'État. C'est le plus grand parc national de France et d'Europe. Ma commune est une commune rurale. Je suis en train d'élaborer la révision du PLU et lorsque l'agence d'urbanisme m'a donné le chiffre, ça consistait finalement à ne presque plus rien faire. La Guyane, c'est une sobriété que nous pratiquons depuis des décennies déjà. Sobriété sur l'eau, nous n'avons presque plus d'eau. Sobriété pour l'énergie, puisque un très grand nombre, 50% donc, des foyers n'ont pas donc, accès à l'électricité. C'est surtout donc, une dizaine de communes enclavées qui n'ont pas accès donc, à un réseau routier, puisqu'il n'y en a pas. Donc nous pratiquons cette sobriété et nous ne comprenons absolument pas cette ZAN qui est proprement impraticable chez nous. Donc finalement, ma conclusion, c'est une méthode à revoir pour revoir tout simplement la loi. Je vous remercie. Merci. À vous, monsieur. Merci. Jean-Luc Lantier, maire d'une commune du Cantal, Vézac, 1300 habitants et vice-président de l'association des maires du Cantal. Moi, je voudrais me tourner vers Madame la Ministre par rapport à ses propos introductifs tout à l'heure. Vous avez souligné, à mes yeux, un point important et un point capital. Nous sommes partis d'une communauté d'agglos du bassin d'Aurillac, donc 55 000 habitants. Nous avons fait un PLUIH il y a 3 ans. Nous sommes en train de le réviser. Révision simplifiée. 7 points de révision, dont 3 granges qu'il faut réhabiliter en habitation, 2 terrains qu'il faut aménager pour accueillir des gens du voyage. Et je vais malheureusement citer le cas de ma commune, où à l'époque, dans le premier PLUI, j'avais prévu une zone de 9000 m², moins d'1 hectare, avec un lotissement, 4 parcelles. Pour répondre aux ZAN, aux implications du ZAN, pour moins super artificialiser les sols, j'ai voulu changer ce PLUI et dire, plutôt de faire 4 parcelles de lotissement, je vais faire une résidence avec un bailleur social qui s'appelle Cantal Habitat, et on va faire, non pas faire 4 logements, on va en faire 18. J'ai demandé une révision simplifiée. Dans cette révision simplifiée de l'Interco, 14 mois. 14 mois. Je n'ai pas pu attendre, j'ai demandé rendez-vous à monsieur le préfet du Cantal qu'on regrette parce qu'il était bien à notre écoute, c'était monsieur Buchaya, il était parti ailleurs.
C'est le secrétaire général de la préfecture et j'ai demandé au représentant de l'État de voir si on ne pouvait pas gagner 6 ou 8 mois pour accélérer 18 logements. Le Cantal perd des habitants. On se bat tous, les 236 communes, pour garder nos habitants. On est 147 000 là aujourd'hui. Et vous savez ce qu'on m'a répondu au bout de 3-4 mois. J'ai été reçu par le directeur de la DDT, j'ai été reçu un secrétaire général. C'est bien dommage, monsieur le maire, vous cochez toutes les cases, moins d'artificialisation, concentration, revitalisation du centre-bourg. Mais ça prend quand même 14 mois. Et monsieur le sous-préfet m'a répondu, je suis désolé, on ne peut rien faire. Alors j'ai répondu à monsieur le sous-préfet. Vous savez, dans 3 semaines, c'était 3 semaines avant les élections. Vous étonnez pas un peu qu'on change de bord et qu'on change d'élection pour changer les choses dans notre pays, parce que c'est inadmissible. Et j'ai dit, monsieur, vous êtes représentant de l'État, et vous ne pouvez pas me dire qu'on ne peut pas gagner 6 mois dans une révision simplifiée des PLUI. Ben, ça veut dire qu'on n'a plus d'État dans nos départements. Alors, madame Vautrin, je le dis avec respect, mais avec colère, puis peut-être aussi avec désenchantement. 236 communes. Nos premiers indicateurs dans le Cantal, un tiers vont arrêter. Les maires ruraux, on n'en peut plus. Les maires ruraux, on en a marre. Alors, nous écouter, c'est bien, nous entendre, c'est mieux, mais je pense que dans 2-3 ans, il y aura moins de monde autour de la table, puisqu'il y aura beaucoup moins de maires, parce qu'on n'en peut plus. Alors, ce matin, on vous entend, on vous écoute les uns et les autres. Contrainte de temps, on arrête là les interventions avec vous qui êtes au micro. Allez-y. Et puis, on ira de ce côté. Vous pouvez continuer, bien sûr, ceux qui sont déjà là. Allez-y. Bonjour Madame le Ministre, bonjour chers collègues. Juste un témoignage, donc Simon Bérins-Betex, je suis maire de Morillon, une commune touristique en Haute-Savoie, Morillon-Grand Massif. Et je suis aussi vice-président du SCOT Mont-Blanc, puisque c'est encore un territoire, le Mont-Blanc, qui n'a pas de SCOT. Nous sommes en train de l'élaborer. Et je voulais vous donner 2 exemples. Donc, en tant que vice-président du SCOT, nous avons prescrit l'élaboration de ce plan en 2022, décembre 2022. À ce jour, on n'a toujours pas le porté à connaissance des services de l'État. La note d'enjeu n'est pas encore transmise. Et c'est pour vous montrer que le couple préfet-maire ne fonctionne plus. Et malheureusement, on n'arrive pas à avancer. Je vous le dis, je ne suis pas forcément contre le ZAN. Au contraire, je pense qu'il faut avancer dans ce sens-là. Mais malheureusement, on n'arrive pas à travailler. Cette année, on devait encore, les communes, rendre notre bilan sur les 10 années passées sur l'artificialisation. Là encore, les données données par les services de l'État ne sont pas précises. On pose des questions. Nous n'avons pas de réponse et c'est difficile de délibérer. Voilà, je voulais vous le dire. Merci de ce témoignage. Madame. Oui, bonjour, Emmanuel Favre, maire de Saint-Loubès, 25 km² et 10 000 habitants à côté de Bordeaux. Donc nous venons de faire notre révision du PLU et nous avons réussi à tenir les objectifs de la loi ZAN. Donc nous sommes convaincus qu'il faut vraiment être vigilant sur cette artificialisation. Néanmoins, je vois avec mes collègues maires surtout une problématique de financement de nos projets. Et j'ai été heureuse d'entendre qu'on travaille sur cette fiscalité parce qu'aujourd'hui, il vaut mieux faire un énorme entrepôt avec des milliers de mètres carrés couverts, avec quasiment aucun emploi, plutôt qu'une petite entreprise qui va avoir une forte valeur ajoutée et des nombreux emplois, puisque ça rapporte plus à la commune. Et la plupart de nos projets passés, ils ont été financés par des installations de grosses entreprises ou de gros projets qui ont amené de la taxe d'aménagement, qui ont amené des taxes qui sont finalement majoritairement sur les mètres carrés bâtis. Et ça, c'est la vraie problématique de nos finances aujourd'hui. Comment on finance la rénovation de l'école? Comment on finance la nouvelle école? Comment on finance le travail sur la transition énergétique? Et cette stabilité des aides que vous apportez au niveau étatique sur les projets des communes, elle doit être là aussi, parce qu'on nous dit « allez-y rénover ». Vous allez avoir du fonds vert et 2 ans après, il y a déjà moitié moins de fonds verts. Comment on fait? Comment on tient ce projet de ville en transition et d'aller vers une économie et une sobriété de mètres carrés? Merci madame. On termine avec vous monsieur. Allez-y. Merci. Dominique Péter, maire d'une petite commune dans la Sarthe, Chaeigne. Je voulais juste vous donner un exemple de la violence que nous subissons s'agissant de cette loi. On ne nous considère pas comme responsables, on subit plutôt qu'agir. Dans le cadre de l'installation d'un centre d'incendie et de secours sur la commune, donc la commune a octroyé une parcelle en A, dans le secteur A. Il a fallu, dans le cadre de la révision du PLUI, que je cède, je dis bien céder, 2 parcelles qui étaient déjà prévues dans le cadre du PLUI pour l'installation d'un hangar des moyens communaux et pour l'installation d'un artisan ou d'un commerçant. Donc 2 parcelles rendues pour pouvoir installer un centre d'incendie et de secours
On en connaît l'importance à l'heure actuelle, la dette environnementale et les risques que nous subissons. Donc ce centre de secours, voilà ce qu'a payé la petite commune de Chahaigne pour pouvoir être installée. Est-ce normal? Je ne le pense pas. Merci. Merci de ce témoignage. Beaucoup de témoignages ce matin. Je sais que Guillaume Guérin, vous êtes le président de la communauté urbaine Limoges Métropole. Vous êtes avec nous et vous entendez aussi, je sais que vous êtes très actif au sein de l'Association des maires de France, vous entendez cette colère qui monte. Écoutez, j'espère d'abord que les maires présents dans cette salle sont un peu rassurés de ce qu'ils entendent, parce que entre ce qu'on entend aujourd'hui et ce qu'on entendait l'an dernier dans les ateliers sur Lausanne, il y a eu quand même énormément d'évolutions. Je crois qu'il faut saluer le travail de la commission de l'AMF sur le sujet. Je crois qu'il faut saluer aussi le remarquable travail qui a été fait par les sénateurs Cambier et Blanc, qui ont permis d'avoir des avancées notables sur ce dispositif. Tout ça était très mal engagé. Moi, j'ai eu la chance de représenter David Lisnard dans de nombreux congrès de maires, dans de nombreuses AD de maires à travers le territoire national. Partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y avait un rejet de la méthode et de la mise en application de ce ZAN. Partout, dans tous les territoires, et quels que soient les AD qui géraient ça. Aujourd'hui, je crois que les maires doivent être satisfaits de voir qu'il y a des évolutions sur ce sujet. Je crois qu'il reste encore de nombreux arbitrages à obtenir, notamment, et nombreux l'ont dit, Jean-François l'a dit tout à l'heure, pour éviter une France à deux vitesses. La question du financement de cette trajectoire va être absolument essentielle. La question de la territorialisation doit être entendue parce qu'il y a vraiment des écarts considérables entre les zones des très grandes métropoles, les aires urbaines d'équilibre et les territoires ruraux. Mais la question également de toute l'artificialisation très pointue. Quid du logement social? Personne n'en a parlé ce matin. Mais vous avez bon nombre de communes qui souffrent, qui sont en déficit au niveau de la loi SRU. Est-ce qu'on va être sur du 1 pour 1 sur la construction de logement social? Est-ce qu'il va y avoir des critères de pondération? Est-ce que les critères de pondération vont être clairement établis? De nombreux collègues l'ont évoqué dans la salle. Aujourd'hui, il y a un flou artistique autour des critères de pondération de manière très concrète sur des projets très précis. Et encore une fois, les choses vont dans le bon sens. Je crois que ça méritait d'être entendu. Et puis il y a un autre sujet qui n'a pas été abordé ce matin, c'est la question des enveloppes. Les enveloppes régionales d'artificialisation et les enveloppes pour les PEN, les projets d'envergure nationale et européenne, sur lesquels on est dans un flou le plus artistique. Moi, j'ai la chance de siéger dans une commission de conciliation, une des premières de France en région Nouvelle-Aquitaine, où vous avez 3 élus régionaux, 3 représentants de l'État, et un arbitre, un magistrat administratif. Je vais vous citer un exemple très concret. Un grand projet de production d'énergie renouvelable, 600 hectares de panneaux solaires dans les Landes, qui rentre dans les critères de la loi APER, qui est extrêmement vertueux, qui doit rentrer dans les critères de projet d'envergure nationale. Et la décision de l'État a été de vouloir nous le mettre dans notre enveloppe régionale. Nous avons 600 hectares d'artificialisation possible via notre enveloppe régionale. Si nous prenons ce projet-là, eh bien, nous n'avons plus aucune capacité de faire aucune infrastructure à l'échelle régionale. Eh bien, tout ça, c'est beaucoup trop flou, tout ça n'est pas calibré, tout ça n'est pas sérieux de manière très concrète, pour le dire sans phare. En tout cas, bravo aux sénateurs, bravo à la Commission, et je suis persuadé que le bon sens vient toujours des territoires. Je crois au principe de subsidiarité, et grâce à l'ensemble des maires qui se sont mobilisés sur ce sujet, je crois qu'on va pouvoir faire évoluer ce dispositif. Merci beaucoup. Merci Guillaume Guérin. Alors vous dites bravo aux sénateurs. On attend les députés aussi. Il y a quelques mois maintenant, depuis le début de l'été, vous êtes député du Loiret, Constance de Pellichy. Vous étiez juste avant maire de La Ferté-Saint-Aubin et vous travailliez à l'époque à l'AMF sur ces problèmes d'aménagement au sein de cette commission. Vous entendez là, c'est très concret ce que demandent vos collègues, vos ex-collègues maires. J'entends beaucoup de choses, effectivement. Alors, je salue Sylvain et Véronique. On a pu travailler assez longuement sur ces sujets depuis de très nombreuses et trop nombreuses années maintenant sur la question du ZAN. Je voulais revenir un instant quand même sur les propos de la ministre. Il ne faut pas oublier qu'on a eu une artificialisation vraiment très importante ces dernières années et que c'est la raison pour laquelle le législateur a été amené à se prononcer. Je suis d'accord sur le fait que les élus, quand ils se lèvent le matin, se disent « qu'est-ce que je vais faire de bien pour ma commune ?» Mais force est de constater qu'une zone commerciale, elle vous ramène de la TASCOM, elle vous ramène de la CVAE, elle vous ramène de la CFE, elle vous ramène de la taxe d'aménagement et elle vous ramène de l'emploi quand on vous la propose. Comment dire non? Et là, on touche du doigt aussi le mécanisme parfois très vicieux de l'aménagement du territoire
qui a pu amener un certain nombre d'élus, pour de bonnes raisons, notamment celle de pouvoir continuer à développer leur village, pouvoir trouver aussi des financements qui vont leur permettre de pouvoir financer un certain nombre d'équipements publics, une politique sociale, une politique culturelle, une politique de la petite enfance qui sont vertueuses, eh bien, ces dispositifs de financement et de fiscalité parfois sont très vicieux. Et parler de sobriété foncière, on ne peut pas le faire si on ne parle pas du financement d'un côté, effectivement, comment on va financer la réhabilitation des friches, comment on va financer le coût du foncier qui est trop élevé, mais on ne peut pas le faire non plus si on ne se pose pas les questions de la fiscalité et du financier qui ont parfois mené vers des excès d'urbanisation. Donc j'entends aussi beaucoup parler d'arithmétique ce matin, mais rien que le titre, il est arithmétique. Zéro net. Zéro artificialisation nette, ça veut dire qu'il y a des plus, il y a des moins, et on fait des calculs. Ce que j'entends énormément ce matin, c'est qu'il faut sortir de cette logique comptable et aller vers une logique qualitative. C'est quoi un bon logement? C'est quoi une commune qui se développe de manière vertueuse? Comment est-ce qu'on peut faire de l'économie sans aller sur-artificialiser? J'étais très sensible au dernier témoignage qui disait c'est beaucoup plus simple d'aller faire de la logistique, et on ne le sait que trop bien dans le Loiret, que d'aller accompagner un certain nombre d'entreprises dans l'innovation. Bah oui, bah c'est pas normal. Et donc toutes ces questions-là, elles doivent être rebattues dans le cadre des prochains textes de loi. L'Assemblée nationale va lancer Voilà, dites-nous où une vous en mission, êtes justement. Alors on est moins avancé que le Sénat, il ne vous a pas échappé que le contexte politique à l'Assemblée avait été quelque peu plus compliqué, que ces derniers mois n'avaient pas toujours été très propices à un travail de fond. Néanmoins, nous nous y mettons, et donc une mission d'information pilotée par l'Assemblée nationale doit se lancer normalement la semaine prochaine. L'idée n'est pas d'aller travailler sur notre propre texte en se disant on rentre en concurrence ou en compétition avec le Sénat, pas du tout. C'est plutôt de travailler en concertation avec le Sénat, en concertation avec le ministère et en concertation surtout avec les élus locaux et les professionnels de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, ce n'est pas uniquement construire une maison ou permettre à une entreprise de se construire. Derrière l'aménagement du territoire, c'est quel schéma de mobilité on offre à nos administrés pour aller de leur domicile à leur travail, quelle vitalité dans nos bourgs on propose, quel développement social à la population on propose, sont tous les aspects de la vie qui sont travaillés à travers l'aménagement du territoire. Et il faut peut-être aussi remettre un petit peu de cette humanité au cœur du texte de loi. Et ce matin, vous avez la possibilité de reprendre ces témoignages très concrets sur des points qui sont des points d'irritation, mais aussi d'amélioration demain sur un texte législatif. Jean-François Debat. Oui, deux éléments. D'abord, je crois que tout à l'heure, la position que j'ai exprimée, c'est, comme le disait Jean-François, c'est celle qui a été validée par le bureau de l'Association des maires de France, qui est notre proposition de retravailler et donc en fait d'avoir moins d'échelons intermédiaires et plus d'échelons prescriptifs au niveau régional et au niveau de la commission régionale des SCOT et des SRADET. Nous avons besoin de regarder concrètement comment ajouter également des outils. Constance vient de l'évoquer. Moi, dans le SCOT que nous sommes en train de faire dans mon agglomération, c'est des communes, l'essentiel de l'artificialisation en quantitatif, c'est fait dans le développement des bourgs-centres, communes qui font entre 500 et 2000 habitants, parce qu'on a eu un mode d'aménagement plutôt extensif. Et quand on discute avec les collègues, on ne leur dit pas, et c'est bien, ils ont besoin d'outils pour voir comment on passe, par exemple, de 10 logements à l'hectare à 18 logements ou 20 logements à l'hectare, plus près des bourgs-centres, et comment, au total, on a toujours autant de taxes foncières. Par contre, oui, ce sont d'autres formes de composition urbaine. Et nous aurons besoin, Madame la Ministre, de discuter aussi des outils d'accompagnement de la mise en œuvre de la sobriété foncière. On a eu, il y a quelques années, on a pris ça un petit peu, il y a un effet de sidération. On a dit d'un coup, paf, allez, il va falloir tout changer. Le zéro, tu as raison, Constance. Tout ceci, il faut maintenant en sortir, clarifier une méthode plus transparente et qui laisse davantage de place aux élus locaux que nous sommes, et trouver des outils d'accompagnement. Parce que oui, il y a des outils qui permettent de concilier le développement de l'habitat, mais plus près des bourgs, plutôt qu'étalé dans l'hectare que l'on prenait à l'agriculteur pour lui permettre d'avoir sa retraite aussi, c'était aussi ça, qui permettent d'avoir des formes urbaines qui sont différentes, plus proches d'ailleurs de ce qu'on faisait dans les bourgs-centres historiques
que ce qu'on a fait depuis 30 ans, mais le faire aussi en donnant des moyens aux élus pour travailler. Et pour cela, on a besoin de travailler sur des sujets fonciers, et notamment de maîtrise du foncier. Parce que moi, ce que me disent mes collègues, c'est là, la parcelle qui est classée, dès lors qu'elle est classée, elle n'appartient pas à la commune. Ce n'est pas moi qui décide si elle s'ouvre à l'urbanisation ou pas. Et c'est moi qui vais être responsable quand même à la fin de savoir si ça s'est consommé ou si ça ne s'est pas consommé. Et enfin, nous avons besoin de garanties juridiques. Je veux revenir, Madame la Ministre, sur ce que tout à l'heure Véronique disait et ce que disait un collègue dans la salle. Il est aujourd'hui absolument essentiel de sécuriser les déclassements de terrain qui seront nécessaires dans le cadre de nos PLU. Quand on va passer des secteurs qui étaient en 1 NA en 2 NA, c'est-à-dire qu'ils seront plus constructibles directement, quand on va passer des 2 NA parfois en agricole ou naturel, et même parfois pour changer les règles sur les zones U, nous aurons besoin que la loi dise clairement que la responsabilité des communes ne pourra pas être recherchée sur le plan indemnitaire pour des déclassements de terrain qui sont rendus nécessaires par l'évolution de la loi. Si nous n'avons pas cette garantie, il suffira que l'une de nos communes soit condamnée à indemniser pour que derrière, tout le mécanisme soit grippé. Donc aujourd'hui, j'allais presque dire que nous avons besoin, il y a eu une première étape un peu lourde, un peu brutale, un peu violente. Aujourd'hui, on a passé l'effet de sidération. On doit travailler sur une autre méthode, on travaille sur des outils pour rendre effectif ce principe, parce que oui, on peut aménager autrement, on doit aménager autrement, et c'est bien ce à quoi nous devons entrer maintenant, et c'est pour ça, Madame la Ministre, que nous sommes prêts à travailler peut-être plus sur un projet de loi qu'une proposition de loi, mais en tout cas des évolutions législatives pour qu'une autre loi vienne rendre possible et finalement un objectif plus désirable que ce que nous avons l'impression de subir, quelles que soient par ailleurs les conceptions qui sont les nôtres. Moi, je fais partie des gens qui sont très favorables à la réduction rapide et forte de l'artificialisation, mais de manière ordonnée, positive, et pas de manière aussi contrainte et dure que celle que nous avons tous finalement perçue depuis maintenant 3 ans. Merci Jean-François Debat. Alors des propositions, des interpellations, mais aussi la recherche de solutions. Catherine Vautrin, Madame la Ministre. D'abord, je voudrais commencer par vous remercier toutes et tous, bien évidemment, les intervenants pour les travaux qui ont été les vôtres, qu'il s'agisse bien sûr de la commission de l'AMF, qu'il s'agisse de la PPL des sénateurs Gambier et Blanc, mais également de toutes les participations et de toutes celles et ceux qui ont bien voulu s'exprimer. Alors, j'ai essayé de noter un maximum de choses pour faire une réponse un peu concise. Je crois que je vais partir de la forme pour aller vers le fond. Sur la forme, dans les sujets de complexité, il y a un premier élément, c'est déjà de quoi parlons-nous. Et un des sujets qu'on a évoqués avec les sénateurs, c'est déjà de simplifier la métrique. En d'autres termes, de revenir sur un point qui est de baser la comptabilisation sur la consommation en fait, des espaces naturels, agricoles, forestiers, parce que ça parle à tout le monde et c'est probablement plus clair pour bon nombre d'élus. Donc c'est un premier élément qui mérite d'être regardé. Le deuxième élément, c'est évidemment dans le calcul des enveloppes, un des éléments que vous avez été plusieurs à évoquer sans forcément l'appeler en tant que tel, c'est celui en fait des projets qui sont des grands projets d'envergure à vocation y compris européenne, ce qu'on appelle les PENE dans le jargon. Très concrètement, je pense que là, il y a une vraie question de se dire est-ce que ces projets-là, eu égard à leur taille, ne doivent-ils pas être sortis de la comptabilisation à l'échelle territoriale? Ça rend d'une part un peu d'espace et d'autre part, ça correspond effectivement à cette vocation exceptionnelle. Donc, très concrètement, je pense que c'est vraiment un point sur lequel il faut qu'on travaille. L'air de rien, sur les territoires, c'est 4,5% à peu près que l'on rend. Parce qu'en général, quand on dit on diminue de 50%, si on rajoute les espaces à vocation de grands projets, en général, on est plus presque à 55%, on est à 54,5%, donc on a là un autre élément. Je suis toujours, j'en suis consciente, un peu sur la forme, mais c'est des éléments de base qui sont très attendus. Le troisième point qui a été évoqué, c'est un sujet de calendrier. Quelle période de référence? Ça rejoint celles et ceux qui ont évoqué des notions de rétroactivité. Moi, je pense qu'incontestablement, on a besoin de se dire qu'il faut évoluer. Alors, est-ce qu'on fait, par exemple, 24-34, 25-35? En tout cas, il y a incontestablement une ouverture à faire dans ce domaine-là. Mais je dis tout de suite aux sénateurs, et je leur ai dit quand je les ai vus, moi, je crois qu'on a besoin d'un bilan à 10 ans. Parce que rien ne serait pire que de se dire, bon, ben, les amis, rendez-vous à 2050. D'abord,
d'abord, j'espère que tout le monde sera encore là en 2050 pour en parler. Et deuxièmement, si rien n'a évolué en 2050, je pense que la situation sera encore plus grande et plus grave, et que donc on a ensemble une responsabilité collective qui est quand même de se fixer une échelle de temps. Ensuite, j'ai été très sensible à tout ce qui a été dit sur la clarté. Vous voyez que j'ai un peu répondu sur la forme, mais clarté évidemment sur d'abord le respect des élus. J'entends beaucoup la notion de stabilité, mais là, vous êtes quand même assez unanime pour tous dire que là, il ne vous faut pas de stabilité parce que vous voulez tous que les textes évoluent. Je vous ai écouté, moi j'ai cru comprendre que vous invitiez plutôt à une évolution qu'une stabilité. Pour autant, je prends le point. Je voudrais dire que l'autre élément, moi je suis très sensible à la clarté pour les élus, parce qu'il y a un point que personne n'a évoqué ici, mais qui est un point de responsabilité majeur pour les élus, c'est l'intérêt à agir. Et quand on a dans un conseil municipal 11 personnes qui sont en train de travailler sur les documents d'urbanisme, on sait tous la pression morale qu'un certain nombre d'élus peuvent ressentir, et on sait tous la responsabilité qu'un certain nombre d'entre eux peut engager. Donc je crois que là-dessus, il y a un point absolument majeur, et ça corrobore avec évidemment globalement cette notion de sécurité juridique. Vous savez, moi, j'ai appris il y a longtemps, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, les mots pour le dire viennent aisément. Je crois que ça s'applique aussi sur des textes. Des textes qui se conçoivent bien doivent s'appliquer facilement. Je pense que c'est une règle assez basique qu'il convient que nous puissions travailler ensemble. Et ça me permet de dire aux maires de Dordogne que, évidemment, moi je défends bien sûr les maires de Dordogne, mais l'ensemble des maires, parce que c'est les maires qui font nation. Et c'est donc avec chacun des maires qu'on travaille. Petit clin d'œil en passant. Je continue sur un point majeur. Vous avez été très nombreux à parler du logement. On a parlé de la Dordogne, mais je vais vous dire, on a parlé de la Corse, parce qu'effectivement, le sujet des jeunes qui ne peuvent pas se loger, moi je l'ai aussi dans les villages champenois. Je peux vous dire qu'on n'arrache pas les vignes pour aller faire des maisons et qu'on a des jeunes qui ne peuvent pas habiter au village. Donc c'est un sujet majeur. Valérie Létard, si elle a travaillé sur le ZAN, c'est pas pour rien. C'est dans une préoccupation de logement, d'accès au logement, parce qu'on le sait, le premier élément pour une famille, c'est quand même le nid, l'endroit où on élève les enfants, et pour ça, il faut pouvoir se loger. C'est clairement un élément tout à fait important. Ça veut dire, et j'ai bien noté le commentaire de l'intervenant du Cantal, parce qu'effectivement, quand on parle du couple maire-préfet ou du couple maire-sous-préfet, c'est évidemment pour apporter des solutions, c'est pas forcément pour vous répondre qu'on peut rien faire pour vous. Donc là-dessus, il y a clairement une simplification, et je peux vous dire que le Premier ministre a fait une circulaire au préfet sur l'importance de la déconcentration et le travail main dans la main avec les élus. J'ai bien noté le sujet de la Guyane et du côté du ZAN impraticable, et je ne vais pas manquer d'en parler à mon collègue Jean-Noël Buffet, monsieur le maire, parce que très concrètement, quand on parle de différenciation, bien évidemment, on a des sujets de différenciation, comme ça a été évoqué. J'en profite pour répondre à la question sur la Corse, pour rappeler à madame la maire de Piane, mais elle le sait, que le PADUC, il est sur le même pas de temps que les SRADET, c'est-à-dire que c'était novembre 24, peut décaler un peu, mais normalement, il y a quand même urgence à les sortir. Sur le porté à connaissance des services de l'État concernant le Mont Blanc, non pas le Mont Blanc en tant que tel, mais le SCOT Mont Blanc, très concrètement, oui, effectivement, les données imprécises, on a parlé des chiffres avec Jean-François Debat, et ça fait partie des sujets sur lesquels, pour bien parler ensemble, il faut qu'on ait les mêmes données. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je prends l'engagement que les services soient plus engagés. J'en profite pour passer un message aux équipes de Val Thorens, parce qu'on a eu un accident sur le téléphérique de la Cime Caron ce matin. Il y a des blessés, on pense à eux. Je continue sur le sujet de la réflexion autour de la fiscalité, pour dire que oui, il y a plusieurs sujets en matière de fiscalité. Alors, il y a d'abord le résultat de la fiscalité, c'est le fonds vert. Sur le fonds vert, on s'arrête 2 secondes et on se dit les choses. Le fonds vert, consommé 2023, 1,7 milliard. Budget 2024, 2,5 milliards. Le budget a fait l'objet d'un gel qui a été 2 milliards. La réalité, avec les réductions de la consommation de l'État, c'est 1,6 milliard. Au moment où je vous parle, on est à 1,3 milliard engagé pour le fonds vert au moment où je vous parle.
sur le budget pour l'exercice 2025, il y a 1 milliard sur le fonds vert. Une des réflexions qu'il faudra probablement qu'on se pose ensemble, c'est le sujet du fonds friche. Le fonds friche a été mis dans le fonds vert. On sait tous que reconvertir des friches, ça coûte très cher. Je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que les friches, on en a beaucoup en urbain, beaucoup dans les bourgs-centres, moins en ruralité. Il y a probablement une réflexion que je suis prête à ouvrir autour des friches, parce que la friche, c'est quand même un élément sur lequel il faut travailler. Et je continue sur la fiscalité pour dire que oui, incontestablement, il y a, et ça a été très bien dit tout à l'heure, une réflexion sur finalement la manière dont la commune cherche à générer de la ressource, et que incontestablement, est-ce que demain, le foncier ne doit pas être réfléchi dans la façon dont son utilisation est reconnue versus logistique ou logement? Il y a probablement une réflexion à mener avec le ministre des Comptes publics. Et enfin, je continue pour vous dire, vous l'avez compris, que notre objectif, il est de poursuivre le travail. Je ne sais pas vous répondre si on va en PPL ou en PJL, en français dans le texte, en proposition de loi ou en projet de loi, mais en tout cas, j'ai bien noté qu'il fallait 1, simplifier, 2, écouter et 3, agir, parce que l'urgence, c'est la capacité de répondre en matière de logement, de répondre en matière de responsabilisation de notre utilisation de nos sols, parce que ça, c'est la souveraineté du pays et c'est ce qui nous réunit. Merci Madame la Ministre. Jean-François Vigier, Monsieur le Vice-président de l'AMF, vous souhaitiez évoquer un point encore. Oui, juste 2 idées qui me viennent à l'esprit, et je sais que ce sont 2 idées qui tiennent particulièrement à cœur à Catherine Vautrin, qui est une élue locale et qui a beaucoup d'expérience. Ce qu'on vient de dire ce matin, finalement, ça concerne la transition écologique. Et il y a aujourd'hui 2 écueils qui nous empêchent d'avancer, c'est la verticalité et c'est le financement. La verticalité, et le ZAN en est le meilleur exemple, c'est ce qui ne permet pas aux élus locaux de définir eux-mêmes, aux maires, de dire comment va être organisée leur commune dans 4-5 ans. Le financement, chère Catherine, parce que nous le savons tous, nous sommes devant un mur financier dont nous ne voyons pas le haut. L'Institut de l'économie pour le climat estimait à 19 milliards par an entre 2024 et 2030 nos besoins de financement. Nous sommes à peine à 10 milliards. Et nous ne pourrons pas aller plus vite si nous n'avons pas la capacité de développer une dette verte et si nous ne retrouvons pas des ressources fiscales décentes qu'on nous a enlevées tout au long de ces années. Affirmons un point, le fonds vert n'est pas l'outil, ne sera jamais l'outil de financement de la transition écologique, tout simplement parce qu'il n'est pas à l'échelle. Alors on y reviendra pendant ces 3 jours de congrès. Nous aurons l'occasion d'en reparler dès demain, nous aurons des ateliers là-dessus, mais en tout cas, la volonté, et Jean-François l'a rappelé, de notre président David Lisnard, de l'AMF, c'est bien de remettre cette loi ZAN sur le métier pour sa mise en œuvre. Merci Madame la Ministre, merci à nos intervenants et puis aux coprésidents de séance qui ont eu la bonne idée de faire cette table ronde, ces 2 moments de table ronde ce matin en ouverture du congrès. N'oubliez pas, 13h30, David Lisnard vous a donné rendez-vous devant l'auditorium, 13h30.